Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce mardi 14 juillet de l'an de grâce 2020 pour une autre édition de DBS Matin. Puisque nous sommes le 14 juillet, eh bien il y a plusieurs fêtes qui se déroulent d'ailleurs dans le monde. Le 14 juillet 1958, il faut préciser par ailleurs que le roi Faisal d'Irak est assassiné et la République est établie par le général Qassem. On se rappelle de ce que le 14 juillet 1789, c'était la prise de la Bastille du côté de la France. Eh bien aujourd'hui, c'est le 196e jour de l'année et bien sûr le 14 juillet 1960 naissait une icône africaine en la personne de Angélique Kidjo. Vous qui venez de nous retrouver en tout cas pour cette nouvelle édition de DBS Matin, eh bien nous sommes ensemble pour 2 heures de décryptage de l'information. Mais je pense qu'Alain Diok, lui, il est amoureux jusqu'aux orteils puisqu'il est à Yaoundé. Alain Diok, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs. Je salue particulièrement notre fan club qui est du côté de Yaoundé et dans toutes les autres villes du Cameroun. Eh bien, dans toutes les autres villes du Cameroun, on ne va pas également oublier de faire un coucou à Valère Kwekam qui a justement organisé un autre grand fan club du côté de Douala, justement ici même dans la ville. Vous êtes amoureux, je pense, hein? Oui, absolument, comme tout être humain, je dois être amoureux parce que c'est ça aussi l'amour. Hein. Vous savez que c'est la première règle que même la Bible établit. Et vous savez que c'est la Bible qui donne un sens à la vie. Et donc nous pensons que s'il n'y a pas amour, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas justement de vie. En tout cas, très heureux de savoir que vous êtes amoureux. Je ne sais pas si c'est le cas de Mange Vernachus. Good morning, welcome. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. When I listen to Brother Njok talking about the issue of love, Steve, every human being has that tendency to love and to be loved. But then love is one of those concepts in our society that is widely misused. You know, widely used and widely misused. Et oui, c'est le gros problème en tout cas, et surtout c'est le gros paradoxe. Mais nous ne sommes pas là pour imiter les Blancs. Hein. On est mal africaine. That's what I mean. Widely used and misused. Because we think that to love, you should love like what you see that comes out, whereas every human being has that tendency. Ben, si un temps soit peu on va aimer parce qu'on a vu les autres aimer, c'est quand même bizarre. Je pense que ça vient directement du cœur. On n'a pas réellement le choix. Quand on aime quelqu'un, c'est quelque chose d'extraordinaire. It just comes in. You don't imitate. That's what I mean. C'est très beau. C'est misused because you are misusing it. Bon, j'espère seulement qu'après, parce que vous savez qu'il y a un autre problème dans l'amour, hein, quand vous vous séparez de la personne que vous aimez, c'est la catastrophe. Je le souhaite à personne. That is a reality when there is real love, Steve. When there is real love, c'est le vrai amour, c'est là que tu souffres alors. If it is real love, that's where you suffer. If it was no real love, then you loved for something. And once that thing goes, there's no longer love. You are loving that thing and not the person. So once it separates, you don't feel it. But once there was voilà pourquoi real je love... vous ai posé une question simple. Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux? Steve, like a human being, yes. D'accord. Je suis déjà tombé amoureux. Moi, je ne pense pas. Je sais simplement que j'aime tout le monde. J'aime tout le monde, que ce soit. Non, c'est pas ce qu'on a demandé. On n'a pas dit vous aimez Thierry Célani, vous aimez notre ami, mais bon, ça ne veut pas dire que forcément. On parle d'amour là. Oui, ça peut être accentué si j'ai peut-être une femme comme je l'ai. Si ça peut être beaucoup plus accentué. Mais dire que tomber amoureux, chez nous, c'est un peu péjoratif. Dans le sens où on n'arrive pas... C'est la philosophie, le mec. Non. Dans le sens où on n'arrive pas à contrôler ses désirs et ses plaisirs. Vous savez, c'est ça qu'on dit quand ça déborde. Effectivement, c'est ça le mot, quand ça déborde. Et donc, j'espère seulement que votre fiancée, elle n'est pas née de regarder à la télé. Hein. Non, je ne veux pas dire qu'il y a même encore d'autres qui confondent entre plaire aussi. On peut plaire à quelqu'un sans être justement... but the distinction is clear. We are talking about love. There's the difference between loving and liking. These are two different things. You en like tout cas, messieurs, merci d'être là ce matin. N'oubliez surtout pas, Molière disait que la femme éprouve le désir de plaire avant le désir d'aimer. Mais nous, notre désir le plus grand, c'est de vous servir. Voici la revue de presse, la première partie en langue anglaise avec Mange Vernachus. Tuesday, 14th of July 2020, we begin a review of what newspapers have for us this second day of the week
from the Guardian Post newspaper. Talking of fight against ghost towns in the southwest region, Boyame goes the Ikema way, sealing businesses and bus stations for respecting separatist calls. He was accompanied by the divisional officer for Boya and forces of law and order to seal businesses that were not operational yesterday. In Ngo Kitunja division of the Northwest region, gunmen killed night watch for allegedly collaborating with military. The incident occurred at Babisi, and the paper on page 11 tells us that the 50-year-old man was the Babisi District Hospital night watch. In another ugly story, this time in the West region, precisely in Chang, where a PhD student was found dead in his hostel. The paper on page 3 tells us that circumstances surrounding his death are still unclear, but police have opened investigations into the matter. The government's own Cameroon Tribune opens with government's injunction on the heightened disorder in the media as well as social media platforms. During a joint press conference yesterday in Yaoundé, presided at by the Minister of Communication René Emmanuel Sadi and that of Post and Telecommunication Libom Lili Keng, they all denounced this disorder that has recently flooded the media and social network, calling on those concerned to be careful, putting them squarely to face the risk that awaits them as concerns the law. Then on pages 4 to 5, the paper brings to us lessons to be drawn from the just ended second ordinary session of the 2020 legislative year in the two houses of parliament with the security and adoption of 7 bills. The paper says the enthusiasm demonstrated showcased parliamentarians in their growing quest to oversee the functioning of public affairs in the country. Then in sports, talking about CAF Championship League, Cameroon no longer host of Final Four. The president of FECAFOOT made the government's position yesterday, justifying this on the raging COVID-19 pandemic, as we read on page 30 for details. Le Messager newspaper focuses on the alliance between the CPDM party and the NUDP, a pact based on lies for over 23 years, as the ruling party since 1997 has never kept to her word of the union. We read that in today's edition of Le Messager. Info Martin, talking about this information, tells us that René Emmanuel Sadi and Libom Lili Keng threatens those who use the media to discredit government action. And Repair newspaper comes back to the issue of a non-respect of barrier measures against the COVID-19 pandemic, bringing the indignation of the Prime Minister on page 2 of Repair newspaper. L'Economie newspaper on their part informs us that the state is mortgaging agriculture and industrialization to relaunch the economy. This is the outcome of a circular letter related to the preparation of next year's budget, a circular that was signed last July 10th by the head of state. Le Jour newspaper, talking about security, says the Gulf of Guinea is under security as the Rapid Intervention Battalion assures the maritime area that they are there and how they have changed the state of things in that area. Out of Cameroon, the Herald newspaper in Zimbabwe says a devious agenda by the opposition to effect regime change on July 31st, disguised as an anti-corruption march, will be met with countervailing measures that will ensure that the will of the people as expressed in the 2018 harmonized elections will be respected, as a top government official said yesterday in Zimbabwe. Then in Rwanda, the New Times newspaper informs us that the Minister for Environment is expected to appear in the lower chamber of parliament this week, where she will respond to questions related to water and land use. This follows issues raised during countrywide field trips carried out by members of parliament between December and January this year. In Nigeria, the Vanguard newspaper says Lagos state government has appealed to striking medical doctors to return to work following ongoing negotiations between the two parties in the interest of the public. This was yesterday as medics embarked on a 3-day warning strike in Lagos. In South Africa, the Sowetan Live newspaper
talks of Zinzi Mandela, whom the paper says never truly recovered from her mother Winnie Mandela's death 2 years ago, and she never stopped talking about her. Close family friends, former Minister Jave and advocate Dalim Mpofu all remembered Zinzi as a hero of the struggle against apartheid. The 59-year-old died at Johannesburg Hospital yesterday from an unknown cause. Out of Africa, the Herald newspaper in Scotland says it is not too late to give Scots greater borrowing power, as this can ease virus damage to the economy. The Guardian Post, a newspaper in Britain, says shoppers in England have been told to wear a mask or pay a fine as the country grapples with the fight against the pandemic coronavirus. We end with the Times newspaper telling us that Britain is set to confront China with new carrier as Her Majesty Queen Elizabeth may be based in the Far East. Steve, these are some of the information that we have from newspapers in Cameroon, Africa, and the world. Finalement, les pays dans lesquels on parlait souvent de démocratie commencent à être plutôt des pays dictateurs. Quand on voit par exemple The Guardian qui nous dit que soit vous portez le masque, soit vous payez. Steve, because people have tended to show that they cannot respect simple instruction, because wearing of the face mask. Je pensais finalement qu'il y avait la liberté. Ce sont eux qui ont crié au fort, faut de la liberté aux humains, faut de la liberté à la population. Maintenant, c'est eux qui mettent la pression. Of course, because they have seen that the virus, the way to bar the spread of the virus is wearing of the face mask. Pourtant, ils ont dit que chacun le droit de faire ce qu'il voulait. When it concerns other countries, Steve, we hear of this, but when it is their own interest, you see they use every measure to make sure that things go the way they are supposed to go. En tout cas, merci pour cette belle revue de presse. On ne va pas également oublier de retenir la une de Guardian Post ce matin qui nous parle d'un homme qui a été tué parce qu'il avait collaboré avec les militaires. Actually, in the Northwest region. Voilà. Il aurait collaboré avec les militaires. That's what he's accused of. Allons-y en langue française, cette fois-ci avec Alain Diok. Commençons par le journal Le Point Hebdo qui évoque justement le ministre en charge de l'eau et de l'énergie qui est en train de donner satisfaction aux Camerounais. N'en déplaise justement les infrastructures obtenues par Rétrocommission et autres prébendes construites à la va-vite hier, mais recadrées et reboostées par l'équipe actuelle, augure justement les lendemains promoteurs, nous dit le journal Le Point Hebdo de ce matin. Dans le même sillage, le journal L'Essentiel du Cameroun évoque justement les abus des factures des NEO. En effet, selon le journal, le ministre de l'eau et de l'énergie vient de sommer NEO à mettre fin au système de facturation par estimation. Cette méthode qui est en violation justement du règlement en la matière a conduit donc à des surfacturations dénoncées par des milliers de clients, nous dit le journal L'Essentiel du Cameroun de ce matin. Facturation de l'électricité, court-circuit à l'arbitraire. C'est le titre choisi ce jour par nos confrères de Mutation qui évoque justement les plaintes des consommateurs. La réponse des NEO est à lire en page 5 du journal Mutation de ce jour. Le quotidien de l'économie parle justement des relances économiques. L'État mise sur l'agriculture et l'industrialisation. C'est le titre donc qui barre la une du journal de Thierry Ekouti en indiquant ce qui ressort entre autres de la circulaire relative à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2021 signé le 10 juillet 2020 par le président de la République Paul Biya. Le quotidien Le Jour nous renseigne concernant la sécurité que le BIR rassure dans le golfe de Guinée. En page 9, lire justement comment le bataillon d'intervention rapide a changé la donne. Tout cela est à lire dans le quotidien Le Jour de ce jour. Des informations, Sadi et Libom Liké menacent, titre le quotidien Info Matin. En effet, à l'occasion d'une conférence de presse conjointe tenue hier à Yaoundé, le ministre de la Communication et sa collègue des postes et télécommunications ont mis dos au mur les apprentis sorciers qui écument les médias pour justement jeter le discrédit sur l'action des pouvoirs publics, nous dit Info Matin de ce jour. Dérive dans les médias et les réseaux sociaux, le gouvernement dit stop, nous renseigne Cameroun Tribune. En effet, c'est au cours d'une conférence de presse conjointe hier, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, et le ministre des Postes, Télécommunications, Minette,
Libom Liliquin ont dénoncé des récentes vagues de dérives médiatiques et mis en garde les auteurs de ces actes sur le risque encouru vis-à-vis de la loi, nous dit Cameroun Tribune de ce matin. Alliance RDPC-UNDP, marché de dupes depuis 23 ans, titre le quotidien Le Messager. Selon le journal, depuis la signature de la plateforme entre l'Union nationale pour la démocratie et le progrès de l'opposant Bello Bouba Maïgari et les partis au pouvoir en 1997, le RDPC n'a jamais tenu à sa parole, nous renseigne Le Messager de Jean-François Chanon de ce matin. Direction en Afrique avec justement le Congo, les dépêches de Brazzaville qui titrent « Lutte contre le Covid-19, les sportifs peu scrupuleux des mesures barrières ». À en croire le journal, l'autorisation de pratiquer le sport individuel dans le strict respect des mesures barrières est mal interprétée par certaines personnes au regard des grands rassemblements constatés les dimanches sur les esplanades du stade Alphonse Massamba Débat du complexe sportif Kintele de la Corniche, nous dit le dépêche de Brazzaville de ce matin. En R de Congo, le courrier de Kinshasa évoque justement les marches anti-Malonda. Jean-Pierre Bemba parmi les manifestants. Selon le journal, à la suite donc des militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social et leurs alliés, ils ont manifesté dernièrement pour protester contre l'entérinement de Rosar Malonda à la tête de la CENI, mais aussi contre les propositions de loi relatives à la réforme judiciaire. Le mouvement de libération du Congo s'est également mis au pas le 13 juillet. Jean-Pierre Bemba, le seul leader de l'Amouka, était présent, nous dit justement le courrier de Kinshasa de ce matin. Direction la France avec le journal Le Figaro qui titre 14 juillet, l'hommage de la nation aux soignants. Crise sanitaire oblige, le traditionnel défilé sur les Champs-Élysées est remplacé justement cette année par une cérémonie militaire avec masque et sang public, place de la Concorde. Pour le journal Libération, les soignants morts du Covid-19 seront au cœur de l'hommage rendu à l'occasion de la fête nationale. Le journal Libération a donc rencontré les familles des médecins généralistes en première ligne, justement devant l'épidémie qui ont succombé à la maladie. Le journal Le Parisien se demande pourquoi Macron reprend la parole pour la première fois depuis justement le début du quinquennat. Le président de la République française va s'exprimer justement le jour de la fête nationale, une tradition à laquelle le chef de l'État français avait tourné le dos après son élection. Terminons par le quotidien sportif L'Équipe qui jauge justement les spectateurs sur la réserve Tout Sport. Le journal se demande si les événements sportifs pourraient-ils rassembler plus de 5000 spectateurs en attendant justement la décision du Conseil de défense et l'évolution de la situation sanitaire. La prudence est de mise, nous dit le journal sportif L'Équipe de ce matin. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Le reste, c'est un kiosque ou chez votre marchand de journaux. On attend toujours le deuxième homme dans les stades depuis un bon bout de temps. On espère tout simplement que le deuxième homme sera de retour dans les stades européens pour les championnats qui continuent. Même si du côté de la France, le championnat n'a pas repris, on pense plutôt à la saison prochaine. Et pendant ce temps-là, eh bien, c'est le grand mercato, et il faut le dire également, dans ces grandes équipes. Messieurs, revenons en tout cas sur les sujets qui nous intéressent ce matin. Hier, nous en parlions encore sur ce plateau des factures et on parle bien sûr de l'abus de factures du côté avec la grande une de l'essentiel. Actually, Steve, Cameroonians, have expressed the dissatisfaction of this electricity company that decided on their own just to impose how they will bill the customers. When the government reacted the way the Minister of Energy and the Minister of Mine and Water Resources reacted, you see that the action was not really, legal. It is this idea of keep exploiting Cameroonians, not only in the electricity sector. It has been like this in other sectors, and it as if Cameroonians have no right. Remember, this is not it is a parapublic enterprise. So when this happened, I think it should be an eye-opener into other sectors. Let us try to verify what other sectors are doing. I think that once the state signed any private company to install in Cameroon, they don't forget the interests of Cameroonians.
They have to guard the interests of Cameroonians, and that is what the government is coming in to put an end to this kind of abusive way of billing the usage of electricity by this. Je pense d'ailleurs qu'il faut même rembourser, hein, il faut rembourser les Camerounais pour tout le vol qui a été commis. Parce qu'on parle seulement entre le mois de mai et de juin. Moi je dis c'est depuis longtemps. Oui, absolument. Steve, vous savez que depuis, parce que les gens ont souvent l'impression que justement, on met la tête de nos autorités dans l'eau bouillante, que non. C'est-à-dire que la réaction tardive, parfois, donne le sentiment que les autorités ne se soucient pas des populations. Parce que ce n'est pas une affaire qui commence aujourd'hui. C'est depuis que les gens se plaignent du fait que Eneyo surfacture chaque mois. Parfois même, peut-être c'est une anecdote, vous en avez, je peux vous en donner aussi. Vous savez, j'ai un voisin qui n'était pas là depuis un moment. C'est-à-dire, il voyage depuis près de 2 mois. Il arrive et puis il trouve une facture qui l'attend. Par contre, il n'a pas consommé ce mois. Simplement, ils se sont référés des autres mois passés pour lui infliger justement une facture. Comment ça? Simplement parce que il n'était pas là. Mais comment ça peut se faire? Mais il est obligé, sinon on coupe. Sinon, on coupe. Comment ça peut se faire? Alors encore un autre problème, ils n'ont pas le droit de couper. Ils n'ont pas le droit de couper. Voilà. Autre chose, c'est pour ça qu'il faut participer justement à l'éducation des populations. Leur dire que justement, les agents Eneyo ne doivent plus jamais venir chez vous, vous couper de la lumière s'ils n'ont pas une autorisation, une ordonnance du juge. C'est interdit qu'ils ne viennent pas. Qu'ils ne viennent plus chez vous. Parce que vous avez payé justement ce fil. Hein, vous avez payé ce fil. Steve, when we are saying on the plateau, it is normal. But what happens on the reality on the ground is different. Because what this electricity company does is they come with a security officer, maybe a gendarme officer, and they threaten our citizens with it. And just disconnect you. You don't have the toll, you don't know what to do. They come and remove either the fuse or disconnect you, and there is nothing. You will live in obscurity, maybe for the next 2-3 days. And when you go to follow up, the abusive way, Jackson is talking of issues that electricity has been, overtaxed for long. Cameroonians have been going through it, and when they complain, nothing has been happening. They have been doing it clandestinely. It is just of recent that they came out officially to inform Cameroonians that this is what we were, or this is what we have been doing, and then that's why people are crying. I think that is high time that we should take... il est encore remboursé Camerounais. Absolument. Mais il y a également une autre aberration dans cette affaire. C'est-à-dire, vous avez votre compteur que vous avez acheté, et Eneyo vous dit que c'est sa propriété. C'est-à-dire que il peut venir, il enlève au moment quand il veut, il change quand il veut. Vous ne pouvez rien faire. Par contre, vous avez déboursé de votre poche cet argent pour payer le compteur. Comment ça s'explique? Donc, je crois qu'il faut que l'État doit prendre cette affaire au sérieux parce que ce sont des petites affaires comme ça qui peuvent justement créer des émeutes sans s'en rendre compte. Hein. En tout cas, le ministre de l'Énergie l'a d'ailleurs souligné hein, que cela peut provoquer justement des je problèmes pense que maintenant, c'est dans toutes les villes du Cameroun. Yes, et donc, c'est une situation qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Mais maintenant, on peut dire que la réaction du ministre de l'Énergie, même si elle est tardive, c'est quand même quelque chose, c'est pas une pavé dans la mare, mais je crois que il faut aller plus que ça. Parce qu'il y a encore d'autres aberrations qu'il faut... Il n'y a pas que l'essentiel qui s'est chargé en tout cas de cette de ce sujet ce matin. Il y a également au Cameroun Tribune qui a parlé de facture de la discorde. Facture de la discorde. Et nos amis de Mutation titraient d'ailleurs ce matin facturant de l'électricité. Court-circuit à l'arbitraire. À l'arbitraire, oui. Voilà. C'est le quotidien Mutation qui c'est avec le jeu de mots. Oui. Je crois que c'est pour justement évoquer les plaintes des consommateurs. J'aurais tellement voulu revoir la grande une de l'essentiel. Je pense que c'est à l'essentiel qu'on a vu cette dame qui a d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux oui, avec une maquette. Yes. qui demandait à l'agent AES, à l'agent Eneyo de descendre sinon il y a même encore une autre vidéo. Il y a plusieurs dames, mais il faut pas seulement... c'est pas seulement la seule dame, il y a plusieurs dames. Oui, d'ailleurs, voilà, la maman, elle a matière à dire, regarde Eneyo, tu t'en dis, je vais te couper. Il y avait même encore une autre vidéo qui était devenue virale aussi dans les réseaux sociaux où une maman est venue avec son chien. L'agent Eneyo était là pour... Justement, il était au poteau, il voulait couper le fil. Et le chien était en bas. Il dit que toi, tu vas descendre. Tu vas demander à l'enfant, apporte-moi la machette. Donc, tu vas m'attendre ici en bas.
Donc on peut en rire, mais bon, c'est des choses... vraiment, il faut prendre au sérieux. Très, très au sérieux, messieurs. Il y a également la dérive dans les réseaux sociaux, dans les médias également. Eh bien, le gouvernement dit stop. C'est la grande une de Cameroun Tribune. Actually, Steve, when you look at the Minister of Communication and his counterpart of the Minister of Post and Telecommunications, they had a joint press conference yesterday in Yaoundé to call Cameroonians to order. This order is like they have discovered a kind of disorder and misinformation in being carried out by Cameroonians on the social media as well as conventional media platforms, informing them that such type of actions expose them to risk of facing the law. Because according to what Informating is telling us, the ministers were completely against these people who are always on media platforms, on social networks, to discredit government's action. The idea is not to valorize it. The idea is not to inform Cameroonians, but to look for shortcomings, errors in government's action, and expose them. I think that is what they were against such act, because it is against the law. When you do that, you are. Mais il ne faut pas également oublier que parfois le gouvernement fait de belles choses, mais ne communique pas. There is something wrong with government communication to their action. That is a fact. Il y a de belles choses qui sont construites. Il faut d'ailleurs de très belles choses, de très beaux édifices qui sont construits dans notre pays, mais le gouvernement ne prend pas la peine. And even when you go towards them to give you information, they tell you, I don't have the right to talk, I don't have the right to expose this. It is normal. The government may know why they are keeping it, but then the problem is, let us be, I think when I read that information in Cameroon Tribune, I understood, let us try to be constructive. Because according to them, there's a lot of disorder in our society. There's a lot of misinformation that is circulating in our society. Ça, c'est vrai aussi. Oui, justement, Steve, vous savez, la communication réactive du gouvernement fait que... Mais quand vous ne communiquez pas, vous laissez libre cours aux gens de dire ce qu'ils pensent sur vous. Donc, il faut être réactif dans la communication. Le gouvernement, tout le temps, ils sont en train de c'est-à-dire, je ne comprends pas. Alors qu'il y a justement le ministre de la Communication qui est là pour communiquer à chaque moment. Le problème est le suivant, on a souvent l'impression qu'on passe toujours par des médias, il faut dire, les médias publics. Pour faire la communication. Il y a des médias privés également qui peuvent faire cette communication. Autre chose, moi, je ne suis pas d'accord qu'on dise aux gens qu'il faut magnifier l'action publique. Les gens vous ne pouvez pas imposer aux gens de magnifier votre action. Vous devez travailler. Et ce n'est pas la dérive. Ce n'est pas une dérive si quelqu'un pense que vraiment, jusqu'à preuve de contraire, vous n'avez pas fait... Il n'est pas encore satisfait. Il n'est pas encore satisfait. Vous n'avez pas demandé aux gens de faire ça. Là, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais par contre, il y a d'autres dérives que nous voyons quand même dans les réseaux sociaux ces jours-ci où les gens... vont quand même jusqu'à discréditer les médias publics et d'autres choses. Là, c'est une question qu'il faut quand même mettre sur la table et savoir qu'on peut ne pas être d'accord justement avec les médias publics, mais c'est quand même vraiment, il faut respecter un certain nombre de choses. Entre-temps, il se trouve que ce sont même des journalistes qui font ce travail. C'est ça qui est le plus aberrant. Donc, vraiment, c'est vrai, on ne peut pas obliger les gens à être d'accord, mais vraiment, revenons à nos fondamentaux et je pense que ça va régler le problème. Moi, j'ai souvent un souvenir, une nostalgie d'ailleurs de voir ces fontaines publiques dans lesquelles nous on se baignait parfois, on allait souvent puiser de l'eau avec des tuyaux. Ces fontaines publiques, il faut le dire, elles ont disparu. Actually, ils ont disparu, alors qu'à l'époque, c'était une occasion pour les grands frères de former les petits frères. Bon, c'est vrai que parfois, de temps en temps, ces grands frères prenaient l'initiative de puiser de l'eau avant les petits frères. Dès que vous arrivez à votre tuyau, il prend votre tuyau, il puise de l'eau, et puis vous faisiez rentrer à la maison. En tout cas, messieurs, merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse. On va vous retrouver forcément demain, s'il plaît à Dieu, malgré qu'il pleuve, il faut le dire, dans la vie. Tombe des cordes encore et encore. Bonne journée à vous, messieurs. Et surtout, couvrez-vous, buvez une bonne tasse de thé, parce que, et puis il faut le dire, le thé c'est très important pour la santé. Il en faut. Il en faut toujours. Eh bien, avant de prendre justement notre thème de ce matin, d'ailleurs, pour le débat Côte d'Ivoire, sommet de l'État, des têtes tombent, signe de la fin de règne, c'est notre grande interrogation. Nos invités commencent à arriver, il faut le dire, en compte-gouttes. D'ailleurs, à ma gauche, Bertrand Tatinda, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à mon copanéliste, bonjour en fait à vos techniciens, à la direction générale, aux millions, milliards de téléspectateurs qui vous suivent. D'ailleurs, j'ai été invité à rejoindre le groupe
comment je vais dire, fan club d'IBS Matinal. J'étais très content d'y intégrer ce groupe et de retrouver, je vais lire les commentaires, on demande au Camerounais, il faudra vous exprimer en quelque sorte. 3 choses rapides, Steve Goss. Oui, Première oui. des choses, j'ai mis la une du jour, enfin, la une du jour du grand frère Aman Mana, le bir en quelque sorte, il a dit le bir change la donne sur le plan d'eau en fait, dans le golfe de Guinée, dans l'ouest du Cameroun. Ça, il fallait rendre hommage à cette force et pas seulement au bir, à l'armée du Cameroun. Oui. Là, il a fait preuve de professionnalisme. Nous sommes très contents. Nous l'avons toujours dit, effectivement, que si on n'avait pas eu cette armée, si on l'avait pas eu, c'est vrai qu'il y a, comment je vais dire, que 2, 3 petits délinquants. Nous avons tous des familles. Qui n'a pas, comment je vais dire, un têtu dans sa famille? C'est pour ça que véritablement la famille va sur la voie publique, s'insulte, s'injurie et devient une famille, comment je vais dire, que d'idiots. Chaque famille a son agrégé. Chaque famille a aussi son idiot. C'est normal. C'est même ça qui fait l'essence de la vie. C'est même ça, comment je vais dire, que l'essence même de la motivation d'une réunion de famille. C'est-à-dire de statuer en quelque sorte sur les problèmes de l'idiot et du têtu. Et ça intéresse tout le monde, il faut le faire. Donc, deuxième des choses, c'est qu'il y a le choléra au Cameroun. Ça, je ne sais pas pourquoi vous n'en parlez pas. Kribi a eu, comment je vais dire, un problème d'inondation. Le choléra revient. À l'extrême nord, on a cette histoire. Ça veut dire qu'on n'a pas encore vaincu cette histoire. Et le choléra a aussi ses gestes barrières. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire, il faut se laver les mains, il faut être propre, il faut, comment je vais dire, appeler rapidement les responsables des centres de santé, il faut courir rapidement à une pharmacie pour essayer, en quelque sorte, de poser son problème. Et ça, effectivement, enfin, la communication, la communication du ministre de la Communication, excusez-moi cette répétition hier. Oui, il faut que cela cesse un peu. L'État du Cameroun ne va pas négocier parce que Facebook a décidé que le président négocie avec un terroriste. Ah oui. Facebook, ce n'est pas une république pour moi. C'est un espace où certaines personnes sont très contentes d'y être, avec une connexion de 20 francs. Ils vous traitent de tous les noms d'oiseaux, ils connaissent votre vie privée, vous affichent les réseaux sociaux. On ne va pas négocier avec ça. Et en plus, il nous explique que, en fait, les sécessionnistes ont donné les conditions pour négocier. Ils sont en situation de force. C'est compliqué pour eux. Très compliqué. On a des petits frères dans cette armée. Très compliqué. Et l'armée n'est que là pour établir l'ordre. Quelle serait leur situation si l'armée avait déclaré cette zone de guerre? Et nous l'avions dit dès le début, allez chercher ces voyous dans la forêt. On était à 6 mois de ces événements. On le disait, on aurait sans doute économisé beaucoup de vies. Parce qu'ils narguaient les forces de l'ordre. Ils arrivaient dans les forêts, ils tiraient la langue. Ils tiraient la langue aux forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre avaient instruction claire, de ne pas sortir en quelque sorte des villages. On a des petits frères qui ont des grades déjà de lieutenant-colonel dans cette armée. Certains même colonels. Les petits frères, ils nous expliquaient, ils étaient frustrés. Je mangeais avec certains, ils trépignaient, ça ne va pas, on ne va pas. Mais, comment je vais dire, une armée républicaine qui obéit aux ordres de la hiérarchie. Aujourd'hui, ils ont compris qu'il faut aussi un peu entrer dans la forêt. Bah oui, il faut un peu rentrer dans la forêt, il faut pacifier cette histoire. Surtout qu'on est déjà dans une prospective de construction. Il faut pacifier cette histoire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler. Mais les gens à qui veulent parler savent ce qu'ils ont à faire. Déposer les armes. Demander des excuses, renoncer à ce rêve fou véritablement de l'ambassadeur. Et on va parler, on va discuter. Merci de m'avoir invité, je suis content d'être là. C'est nous qui vous remercions d'être là ce matin, Bertrand Tatinda. Et à ma droite, André-Christelle Fanga, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, Jocelyn Goss, fils d'un Goss. Oui. Il faut bien le préciser, comme vous l'aimez bien. Alors, bonjour Bertrand Tatinda. Très ravi de te revoir et partager le plateau ce matin avec toi. Et justement, je veux vous tirer un coup de chapeau, monsieur Bertrand Tatinda. Ils sont rares des Camerounais qui sont encore aussi patriotes, qui aiment leur pays comme vous. Et prêts à le défendre, même si il faut vous insulter en longueur de journée, il faut vous envoyer des menaces, il faut vous dire que mais comment un Bamileke peut supporter, parce que ce petit mot-là ressort toujours, comment un Bamileke peut supporter Paul Biya. Donc en réalité, vraiment, je tenais à vous le dire. Voilà, donc je tenais à vous tirer un coup de chapeau par rapport à ça, à cet engagement patriotique, et non seulement pour le président de la République, mais du Cameroun. Ça, il faut s'en féliciter d'avoir encore des Camerounais qui aiment leur pays. Je crois que dans cette situation où nous traversons, parce que la communication du ministre de la Communication, M. René Emmanuel Sadi, est venu jeter, comment on peut dire, un pavé dans la mare, parce qu'en réalité, trop c'est trop.
Vous ne pouvez pas avoir des individus qui sont cachés dans une chambrette et qui envoient des messages. Ils ont des pseudonymes bizarres et tout le reste, et qui continuent à narguer l'État du Cameroun, ou bien à dire du n'importe quoi du Cameroun, ou bien des individus, et ils sont là, ils se vantent. Non, il faut taper du poing sur la table. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cette situation, il faut véritablement une régulation. Et cette régulation, je pense que partout en Europe, que ça soit, on est en train de voir, parce que quand même les réseaux sociaux, et comme le président Paul Biya lui-même le disait, ne vous aventurez pas dans ce boulevard des réseaux sociaux. C'était tout un boulevard. Mais il faut prendre conscience que c'est un boulevard, mais qu'il y a aussi des conséquences, qu'il y a un risque. Parce que quand vous prenez ce boulevard à 180, 200, 500 à l'heure, sachez qu'au prochain virage, vous allez y rester. Parce que les mêmes choses, aujourd'hui, nous voyons les conséquences de ces réseaux sociaux aujourd'hui dans des familles. On a vu des filles qui ont été détruites, leur intimité ont été exposées à cause des voyous, parce que des petits arnaqueurs. On a vu des familles être brisées à cause de certaines informations bizarres. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'il faut véritablement mettre un point sur la table par rapport à cette communication dans les réseaux sociaux. Donc, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour à DBS Matin. Bonjour à la direction générale et surtout aux techniciens d'arrache-pied, parce que venir au travail si tôt, sur une pluie battante, il faut vraiment aimer son métier. Ça, il faut s'en féliciter, et la rénovation qui est faite au quotidien dans notre pays, parce qu'il y a plein de choses qui sont en train d'être faites dans notre pays. Et je pense qu'il faut les apprécier à juste valeur. Et quand j'écoutais tout à l'heure les différents panélistes qui sont passés là tout à l'heure là, par rapport à la revue de presse et tout le reste, je pense que le gouvernement a beaucoup de choses à faire et fait beaucoup de choses. Et il faut aider ce gouvernement à communiquer. Et c'est pour ça que nous interpellons encore le ministre de la Communication, que l'aide publique à la presse privée ne doit plus exister. Ça doit devenir une subvention de l'État du Cameroun à la presse privée. Parce qu'en réalité, même, on ne doit même plus appeler ça presse privée, parce que si nous rendons des services publics, ça veut dire que nous devenons un instrument public. Donc, on doit trouver un palliatif pour régler cette histoire. C'est juste un petit plaidoyer comme ça, au pif, pour dire qu'en réalité, la presse souffre au Cameroun, mais elle joue un rôle assez important. Même s'il y a des brebis galeuses, et d'ailleurs, je rejoins Bertrand Tatinda, chacun son agrégé, chacun son fou, chacun son allié, son idiot dans sa famille, mais on essaie de s'asseoir tout le monde à un moment donné pour régler tous ces problèmes-là de tout le monde. Donc, voilà un peu la situation dont monsieur le ministre revoyait, et je crois que le débat a déjà été lancé pendant les états généraux de la communication. Ça a été dit. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut aller plus loin en profondeur, et la somme est dérisoire, parce que quand vous donnez à un directeur de publication 2 millions de francs CFA, c'est pour faire quoi avec? C'est l'argent pour aller s'asseoir dans le premier barreau qui est là. Parce que, d'abord, quand vous prenez ces 2 millions, vous avez des collaborateurs qui vous attendent juste à la sortie. Bon, moi, je n'ai jamais demandé cette aide-là, parce que, bon, moi, ça ne me concerne pas. J'ai d'autres moyens de faire ma communication. Donc, il est très urgent que nous sachions où nous allons, parce qu'en réalité, la presse souffre au Cameroun, la presse a des difficultés, et nous devons bâtir quelque chose d'important pour que notre devenir soit meilleur, avec une presse crédible. Et avec une presse crédible, parce que justement le gouvernement camerounais a justement besoin de cette presse camerounaise, vous l'avez très bien compris, alors que Patient Pafindom est également entré dans ce studio. Tout de suite et maintenant, mesdames, messieurs, voici le débat. Le débat qui est déjà entré en branle, il faut le dire. Patient Pafindom, bonjour. Bonjour à... Non, écoute, je ne veux pas... Allez-y, monsieur Paf. Vous êtes libre. Christelle Fangua, bonjour à mon jeune frère, toujours Choco, comme on l'appelle, le grand Bertrand Tatinda. Merci d'être là ce matin. Merci, et à tous nos téléspectateurs.
À tous nos téléspectateurs, messieurs, merci d'être là ce matin pour le débat. Eh bien, nous allons commencer déjà par parler de la Côte d'Ivoire, je vous l'ai dit. Côte d'Ivoire, sommet de l'État des têtes tombe, signe de la fin de règne. Enfin, c'est la grande interrogation, il faut le préciser. Parlons déjà, il faut le dire, que le vice-président de la République a démissionné depuis le 27 février dernier. Et c'est à l'occasion du décès d'Amadou Gon Coulibaly que la présidence de la République de Côte d'Ivoire se voit contrainte de l'annoncer au peuple de Côte d'Ivoire. Eh bien, le Premier ministre est décédé. Et sans oublier que le vice-président vient de démissionner, le président de l'Assemblée nationale est hospitalisé, le président du Sénat est également hospitalisé. La grande interrogation, en tout cas pour les Africains aujourd'hui et pour nous également ce matin, qu'est-ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire depuis le mois de février dernier? Précision faite, messieurs, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a démissionné le lundi de son poste alors que le pays est en deuil après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a démissionné, a annoncé d'ailleurs lundi 13, c'est-à-dire hier, le cabinet du président Alassane Dramane Ouattara. Eh bien, le communiqué déclare ceci. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a remis au président de la République sa démission pour des raisons de convenance personnelle le 27 février dernier. Après plusieurs entretiens dont le dernier a eu lieu le 7 juillet, le président Alassane Dramane Ouattara a pris acte et procédé le 8 juillet à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions de M. Kablan-Duncan, affirme d'ailleurs un communiqué lu par Patrick Hachi, actuel secrétaire général de la présidence ivoirienne. Le président de la République de Côte d'Ivoire voudrait rendre hommage à un grand serviteur de l'État, un homme de pouvoir et d'engagement, selon le texte de ce communiqué. Si les rumeurs de démission de Daniel Kablan-Duncan circulaient depuis plusieurs jours, eh bien, reste une surprise. Jusqu'à récemment, il était considéré comme un proche du président Alassane Dramane Ouattara, même s'il appartenait au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, formation alliée de Ouattara, avant de passer dans l'opposition. C'était en 2018. Daniel Kablan-Duncan a toujours été un poids lourd du pouvoir, occupant successivement les postes de ministre des Affaires étrangères entre 2011 et surtout 2012, puis de Premier ministre avec le portefeuille de l'économie et des finances entre 2012 et 2017. Il est devenu, en janvier 2017, le premier vice-président de l'histoire de la Côte d'Ivoire, poste créé avec la nouvelle constitution de 2016. La démission du vice-président survient quelques jours après le décès, il faut le dire ainsi, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du parti au pouvoir pour l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Le chef du gouvernement est mort à la suite d'un malaise, moins d'une semaine après son retour de France où il s'était rendu début mai pour un contrôle médical. L'absence de Daniel Kablan-Duncan à l'aéroport lors du retour du Premier ministre avait été remarquée. On ne va pas également oublier que les cérémonies d'hommage au Premier ministre, qui d'ailleurs doit être inhumé vendredi, doivent d'ailleurs commencer ce mardi. Le décès d'Amadou Gon Coulibaly, qui avait été désigné par Alassane Dramane Ouattara comme candidat de son parti à la présidentielle d'octobre, a complètement changé la donne politique. Le parti au pouvoir devant désormais trouver un autre candidat, il faut le dire, un autre dauphin. Et la grande interrogation, est-ce que Alassane Dramane Ouattara va-t-il se représenter en octobre prochain comme candidat, bien sûr, à la présidentielle? Bertrand Tatinda. Ben, disons que déjà, je profite pour sauter moi à titre personnel et au nom de mon parti politique, des condoléances à la famille du Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien. Oui. La démission de M. Kablan-Duncan, c'est vrai que ça m'a surpris. Parce que qui est Kablan-Duncan? Kablan-Duncan, en fait, c'est un technocrate. C'est une créature du président Bédié. Quant à l'issue en fait d'une lutte de pouvoir entre le président Bédié et en quelque sorte M. Alassane Dramane Ouattara, eh bien, le pays, la constitution, les cadres du PDCI ont arbitré pour un strict respect des textes. Et le président Bédié est arrivé au pouvoir. Et qui a été son premier ministre? C'est M. Kablan-Duncan. Et ça a été une période extrêmement dure pour la Côte d'Ivoire, comparativement un peu à notre période des années 93-94. Ils ont continué strictement la politique qu'avaient menée, entre guillemets, pendant la transition ou bien pendant la grande agonie du vieux sage. Ils ont mené contre une politique libérale. C'est-à-dire que M. Kablan-Duncan, c'est quelqu'un, effectivement, couché devant les préceptes du Fonds monétaire international. Il n'a jamais véritablement été un ambitieux. C'est pour ça qu'il a été proche du président Bédié. Mais
il a été, comme on va dire, quelqu'un technocrate, mais un technocrate, quelqu'un des dossiers. Mais un technocrate qui n'a jamais véritablement voulu faire des réformes réelles au sein de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, par exemple, avait un problème foncier. M. Kamblan Djouka ne s'est jamais attaqué à ça. La Côte d'Ivoire avait un véritable problème de transformation de son économie. M. Kamblan Djouka ne s'est jamais attaqué de ça. La Côte d'Ivoire avait en quelque sorte des communautés étrangères, ce que j'appelle souvent le lobbying franco-libanais. Le 440 français, ses filiales, qui s'étaient accaparées en quelque sorte de l'économie ivoirienne. M. Kamblan Djouka va travailler plutôt à consolider véritablement, en quelque sorte, ces puissances de l'argent. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas avoir véritablement de grandes ambitions. Donc quand vont arriver les différentes transitions au point où arrive le président Gbagbo, eh bien il va rentrer dans l'opposition avec le président Bédié. Ben, sauf que c'est des gens qui sont alignés sur les positions de la France. Il va passer son temps entre Abidjan, son petit village et Paris. C'est-à-dire que ce sont, entre guillemets, des Français à la peau noire. Il va revenir au devant de la scène quand va se poser un véritable problème. C'est-à-dire que les promesses de ce que nous appelons les promesses des chambres de l'hôtel du Golfe. Nous, on n'y était pas. C'est pour ça que ne comptez jamais sur nous pour arbitrer ces histoires-là. Qu'est-ce qui s'est dit à l'hôtel du Golfe? Qu'est-ce qui s'est dit dans les chambres de l'hôtel du Golfe? Qu'est-ce qui s'est dit quand les gens faisaient l'île commun? Eh bien, ça, c'est leur problème. Mais toujours est-il qu'il y avait une promesse qui avait été faite lors de l'entre-deux tours des élections où le président, en quelque sorte, M. Ouattara, expliquait que s'il gagne l'élection présidentielle, eh bien, il mettra en place un premier ministre du PDCI. Premier ministre du PDCI, eh bien, ça va durer, la lune de miel va durer le temps que nous connaissons, relativement un mandat, où on va aller cas un cas, on mettra monsieur Aoussou Premier ministre et tout ça, et puis on va arriver en quelque sorte à cette histoire de l'appel de Daokro. Qu'est-ce qui s'est dit à Daokro? Ouais, il y a beaucoup d'interrogations sur la politique ivoirienne. Qu'est-ce qui s'est dit à Daokro? Y avait-il des témoins? Vous avez les jeunes qui expliquent que l'appel de Daokro a été lancé en contrepartie du fait qu'en 2020, eh bien, toute cette alliance présidentielle devait soutenir un candidat PDCI. Vous avez le président Ouattara qui dit « Je ne vous ai jamais rien promis. L'appel de Daokro était gratuit. » Vous avez, même en politique, vous avez lancé l'appel de Daokro. Vous avez des cadres du PDCI, notamment comme KKB, qui n'ont pas supporté cette histoire. Expliquer qu'un parti comme le PDCI, un grand parti, le parti en quelque sorte, comment je vais dire que, père de la Côte d'Ivoire moderne, ne peut ne pas avoir un candidat à une élection présidentielle. Même si nous sommes dans une alliance. Mais c'est justement parce que nous sommes dans une alliance qu'il faut aller au premier tour à une élection présidentielle pour pouvoir grappiller le maximum et pouvoir véritablement mettre en lumière cette alliance lors du second tour. Donc vous avez des cadres du PDCI qui ne vont pas être d'accord avec cet appel, mais le poids, l'influence, la notoriété, la carrure du président Bédié, il va réussir plus ou moins à maintenir son parti véritablement dans l'unité. Et là va arriver le premier ministère qui va être offert à M. Kamblan Djouka. Rien du tout. Il a été utilisé pour deux choses. Un, parce que le président Ouattara, je veux dire que celui qui s'y engage sur ses promesses, ça n'engage que lui. Il n'était pas question pour lui de laisser filer le pouvoir. Donc il fallait utiliser M. Kamblan Djouka en fait comme cet habillage dans le respect de la parole donnée. Deuxièmement, il fallait utiliser M. Kamblan Djouka pour expliquer qu'on n'est pas dans une gestion communautaire, communautariste du pouvoir. Parce que M. Kamblan Djouka, en quelque sorte, est du Sud. Et il fallait l'utiliser aussi et surtout pour casser le PDCI. D'ailleurs, il va essayer de mener quelques réunions. Il va essayer de faire une tournée à l'intérieur de la Côte d'Ivoire pour essayer de rassembler la base du PDCI. Mais il va se rendre compte, effectivement, que dans cette aventure-là, il est seul, lui, son épouse et peut-être même ses enfants. Et quelques petits amis proches qui peuvent arriver chez lui et comment je vais dire que manger à sa table. Vous savez que c'est très constant en politique chez nous. Et résultat des courses, M. Kamblan Djouka servait encore à quoi? Eh bien, on va créer ce petit poste, comment je vais dire que via une modification constitutionnelle bancale de vice-président, on va aller le caser. Et il va se rendre compte, il va devenir la risée de tout le monde. Il va devenir la risée de tout le monde. En fait, ces attributions consistaient à quoi? À venir recevoir le bouquet de fleurs, à venir recevoir le bouquet de la petite fille. Il n'avait aucun pouvoir. Il n'avait aucun pouvoir et il va se rendre compte véritablement que, au-delà du fait qu'il n'a aucun pouvoir, ce poste même de vice-président ne lui est pas garanti en cas de succession, en fait, d'un autre du président Ouattara. Donc, il servait à quoi là-dessus? Entre-temps, l'alliance
entre guillemets pour l'instant, en quelque sorte des discussions qui ont lieu entre le PDCI et le FPI, eh bien, ça suscitait une forme d'espoir. La situation du président Gbagbo et du ministre Blé Goudé, ce n'est qu'une histoire de jours, à la limite de semaines. Ils seront acquittés. Le procès en appel a fait plus rigoler qu'autre chose. C'est-à-dire ça faisait rire. Ils seront, il n'y a plus de doute là-dessus. D'ailleurs, les déplacements du président Blé Goudé à Paris, les réunions, l'appel du président Gbagbo a demandé véritablement au pays de rentrer et de se préparer à une véritable réconciliation, montre qu'ils sont déjà véritablement en train de se préparer à reconstruire, à participer à reconstruire la prochaine Côte d'Ivoire. Bref, pour couper court, il fallait qu'il parte pour avoir un peu d'honneur, ce monsieur. Il fallait qu'il parte. Et nous, ça fait partie des gens dont j'ai pas beaucoup d'estime en politique. Parce qu'en politique, pour moi, même quand vous êtes un voyou, soyez un voyou d'honneur. Soyez un voyou d'honneur. Même quand vous êtes un voyou, soyez un voyou d'honneur. Mais il a manqué d'honneur. Il a manqué, comment je vais dire, que même en quoi dit de fidélité. C'est une créature du président Bédié. Et à la façon qu'il a trahi le président Bédié et le PDCI, à la façon, les propos qu'il a eu à tenir en fait sur ses camarades du PDCI, véritablement aujourd'hui, cette démission fait plus rigoler en Côte d'Ivoire qu'autre chose. Parce qu'on se demande quel est son avenir politique. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la maison, il va soutenir Kakabe qui semble être un peu turbulent et qui a refusé de signer l'engagement qu'à l'issue de la primaire au sein du PDCI, aucun autre candidat PDCI ira à l'élection présidentielle. Il fait ses tournées. D'ailleurs, je ne sais pas trop comment son fan club m'a repéré certainement via la télévision et m'a invité à rejoindre le fan club de soutien à M. Kablan-Duka. J'ai beau leur expliquer que, ben, vous savez, pour quel temps je roule en Côte d'Ivoire, ben, ça ne me gêne jamais véritablement pour aller avoir les informations de ce parti qui, il faut le dire, n'a jamais pris les armes. C'est pour ça que moi, je ne me cache pas que les discussions avec le PDCI, oui, en quelque sorte pour la paix en Côte d'Ivoire, mais ça m'a toujours gêné. Parce que rien n'obligeait le président Bédié d'aller faire chambre commune avec M. Ouattara à l'hôtel du Golfe. Ça me gêne, ça me gêne. Jusqu'aujourd'hui, ça me gêne. C'est un patriarche, effectivement, oui, qui a eu à faire une déclaration quand un patriarche en Mondiovision explique que je regrette profondément cette alliance. Je le regrette vraiment profondément. Vous convenez qu'il se fait violence et dire que vraiment, les fistons, les amis, peuple de Côte d'Ivoire, c'est une aventure qui ne se trompe pas, qui ne faute pas dans la vie. Je me suis vraiment trompé en allant m'allier avec ce monsieur. Donc, Kablan-Duka démissionne, il ne pesait rien sur le plan politique, il s'est rendu compte lui-même qu'il pesait rien. Monsieur Ouattara avait plus besoin de lui. La bataille se joue aujourd'hui au sein, entre guillemets, j'aime pas prononcer ces mots, de la communauté nordiste en quelque sorte, pour conserver le pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais ils auront quels moyens? Il faut avoir les moyens politiques. C'est-à-dire, il faut avoir les moyens politiques. Il n'y a plus la France avec, comment je vais dire que, il n'y a plus Monsieur Blaise comparé avec ses rebelles. Il n'y a plus, comment je vais dire, le Libéria et la Sierra Leone où on pourrait aller recruter tous les mercenaires du monde. Il n'y a même plus l'argent du Fonds monétaire international qui explique que cette grosse croissance qu'on a eue, mais c'était aussi une grosse croissance de la corruption. Une grosse croissance de la corruption. On a parlé au départ d'une croissance à deux chiffres, malheureusement. Triste fin pour un monsieur véritablement qui pouvait continue à être un technocrate. Je ne verse pas une larme sur son sort parce que ce sont les grands défenseurs des intérêts français. Finalement, patient par fin d'homme, il y a donc eu un marché de dupes entre Alassane Dramane Ouattara et le PDCI de Henri Konan Bédié, puisqu'on voit que Kablan-Duka, malgré qu'il fut vice-président de la République, n'avait finalement aucun pouvoir, et on sait pertinemment que c'est depuis février qu'il avait déposé sa démission auprès du président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Avec votre permission, je commence d'abord par adresser mes sincères condoléances à la famille d'Amadou Gon Coulibaly, l'ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Mes condoléances aussi à son oncle, dont Gon était le neveu, le ministre Issa Malik Coulibaly, qui fut ministre de la Santé sur Laurent Gbagbo. Un des fidèles parmi les fidèles du président Laurent Gbagbo. J'ai eu la chance d'être reçu chez lui dans sa maison d'exil à Cotonou au Bénin par son épouse lors de mes nombreux voyages que je fais au travers le continent. Et j'ai vu dans l'accueil, surtout dans la résistance de ces gens qui sont aussi du Nord, n'est-ce pas, cette volonté de casser ce clivage. Tout à l'heure que Bertrand essayait de souligner, c'est-à-dire on dit il y a le Nord contre le Sud. Non, il y a des gens du Nord
qui ne sont pas d'accord et qui n'ont jamais été d'accord avec la politique que M. Ouattara a essayé d'imprimer au niveau de la Côte d'Ivoire. Et parmi ces gens-là, malheureusement, bien heureusement, il y a M. Issaq Malik Coulibaly qui était l'oncle, le frère cadet du papa de M. Amadou Gon Coulibaly qui est décédé. Donc, condoléances à cette famille, à cette grande famille. Et je pense que avec cette disparition, ceux qui voyaient la Côte d'Ivoire autrement à l'intérieur vont commencer à se rendre compte qu'il y a urgence d'aller vers la réconciliation, parce qu'à tout moment, tout le monde peut être frappé. Tout le monde peut être frappé parce qu'il y a des gens qui continuent de mourir à la Maca, à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, depuis, et qui sont devenus depuis la crise post-électorale. Sans qu'on ne comprenne très bien pourquoi. D'autres qui ont été élargis, mais dont les comptes ont été bloqués, ont été conséquences, ils n'ont pas pu se soigner convenablement comme a pu le faire quand même le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Alors, pour M. Kablan Duncan, ça participe du jeu politique. À un moment donné, les gens étaient dans l'euphorie. Les gens ont pensé, tous les opportunistes du monde, on se sont dit, je veux dire en Côte d'Ivoire, avec la chute de Gbagbo, c'est le moment d'aller prendre le pouvoir. Non, une petite part du gâteau. Ils se sont rués vers le Golfe, ils se sont rués en termes de soutien auprès de M. Ouattara. Mais la désillusion n'a pas tardé. Même au sein de l'état-major français, qui était présent en Côte d'Ivoire, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que cette affaire, ce fut une grosse escroquerie et quelque chose d'indigne pour la France. Des officiers de haut rang, pas de moindres. Donc, maintenant que le fameux procès contre Laurent Gbagbo et Bleu Goudé a fini par faire chute comme une baudruche, les gens se réveillent de leur sommeil, de leurs illusions, et se disent, attention, il y a un nouveau virage que la Côte d'Ivoire va prendre. Il est peut-être de bon ton, qu'on soit du bon côté, ou bien qu'on soit dans la posture d'être capable de faire son mea culpa demain. Parce que c'était un échec. La gouvernance Ouattara, le régime Ouattara, c'était un échec. Tout ce qu'on a voulu vendre aux Ivoiriens, oh, c'était un grand bâtisseur. Allez regarder les routes en Côte d'Ivoire. La moindre petite pluie, tout est lessivé. On appelle le goudron là-bas, le goudron biodégradable. C'est tout dire. Les ponts, tout s'effondre. On se pose la question même, quelles sont les sociétés qui avaient gagné ces marchés-là? Personne ne comprend rien. La croissance à 2 chiffres. Les gens dorment dans les cimetières. Les gens, parce que leurs maisons ont été détruites en plein. On a déchanté, hein. Croissance à 2 chiffres est devenu la croissance à 1 chiffre. Et attention, là où c'est grave, c'est que la plupart de ces gens-là qui sont dans ce grand cauchemar sont originaires du Nord. C'est ceux qui faisaient croire aux gens que le groupe Gbagbo ne veut pas d'eux parce qu'ils sont originaires du Nord. Quand j'écoute les pleurs de quelqu'un comme Soro aujourd'hui, j'ai envie de rigoler. Quand j'écoute les pleurs de quelqu'un comme Mabri Touakeuse, les Tano Amon, tout ce monde-là qui a démissionné, hein, à la suite avant même le Kablan Duncan, mais je vous rappelle déjà que, déjà au mois de février, Kablan Duncan avait déjà déposé sa démission, qui avait été refusée par le chef de l'État, par le président Ouattara. Donc ça veut dire que le gars était déjà mal à l'aise, comme Bertrand venait bien de le dire, dans son espace. Donc ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est une redistribution de cartes. C'était un sage, un ancien de PDC qui disait des Normands, non, laissez Kablan, il est au restaurant. Quand il aura fini de manger, il va revenir à la maison. Ça illustre vraiment la réalité de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, de ce point de vue-là, nous pensons qu'il y a une nouvelle redistribution de cartes, et il y a des gens qui se disent qu'ils sont à l'étroit s'ils ne peuvent pas être candidats au niveau de ce fameux RHDP arrêté qui est le RDR, pour le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que tous les autres qui avaient constitué ce RHDP sont partis, Mabri Touakeuse est parti, Bédier est parti, qu'est-ce qui reste encore de ce RHDP, sinon c'est le RDR. Ils ont l'impression que la volonté de chef de l'État va beaucoup peser sur la destinée de la future Côte d'Ivoire en termes de possibilités de candidats pour eux. Donc à ce moment-là, M. Kablan Duncan n'a plus rien à foutre dans cet espace-là. Il dégage peut-être pour se donner, on ne sait jamais, un espoir d'être adoubé, je ne sais pas par qui, mais M. le président Bédier s'est déjà déclaré candidat, il ne faut pas l'oublier. Donc au niveau du PDC, les portes sont fermées pour lui. Les jeux sont fermés pour lui. Et je crois que ce qui est désolant, ce qui est malheureux, c'est que, comme disait Hegel,
les êtres humains ne savent pas retenir les leçons de l'histoire, et les Africains surtout, moi j'insiste. Oui. Parce que ce qui se produit en Côte d'Ivoire, ça se produit aussi. Les gens font des micmacs comme ça dans les autres pays. Au Cameroun, on voit non, oui, les gens n'ont pas de vision. Les gens ne viennent pas en politique par conviction. Ils y viennent pour la plupart du temps par opportunisme. C'est pour ça que tu le vois bouger au gré du vent. Si le vent va à gauche, ils sont à gauche, à droite, ils sont à droite. Au point où on ne comprend plus rien. On a l'impression que tout le monde, sous les tropiques, ici en Afrique, n'a pas de conviction. Il n'y a rien qui explique que les gens soient aussi versatiles oui. que le sont les politiciens africains dans leur large majorité. Mais je crois que c'est parce que la plupart, comme le disait aussi tout à l'heure, ils sont en réalité les hommes liges de l'Occident. Et il faut tout faire pour plaire à Paris, pour être dans les starting blocks, pour être autorisé à être dans les starting blocks le moment venu. Donc à partir de ce moment-là, on va continuer à vivre ce que nous vivons là, qui est très désagréable, qui ne donne pas à la jeunesse, n'est-ce pas, vraiment une visibilité, une vision claire de ce que c'est la politique, et ça c'est dommage. Mais je pense que nous assistons à une réduction de cartes. Avec la mort de Mme Coulibaly, la question se pose. Qu'est-ce que le RDA va faire? Vont-ils convoquer un nouveau congrès? Il n'y a plus le temps. Pour pouvoir se choisir un nouveau candidat? Vont-ils laisser la latitude au président Ouattara lui-même de dire soit je vais remplir, puisque écoute, j'avais donné aussi pour comment dire ça, pour close, ça veut dire ok, je ne me représente pas, mais à condition que ni Bédié ni Gbagbo ne se représentent pas. Comme Bédié a décidé de se représenter, donc on se casse la clause et je peux me représenter. Attention, il y a aussi cette possibilité qui s'offre à lui maintenant. Ou alors, il va faire comme pour sortir en gentleman entre guillemets, c'est ce qu'il pense faire, il pensait faire, dit de toute façon je me retire, mais mettre à la place quelqu'un qui sera complètement à sa sorte. Comment dire ça, un scénario à la Poutine? Non, à la RDC, pas à la Poutine, ne m'échapperait pas beaucoup. Il faut qu'on fasse attention. De toute façon, tous les jeux sont ouverts. Maintenant, il revient aux Ivoiriens, au président Ouattara. J'ai l'habitude de le dire. Il faut qu'on sorte de ce flou artistique. Il faut qu'il hâte le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il l'organise même. Il faut qu'il aille vers le sens de la réconciliation. C'est une perche incroyable que l'histoire du temps. Il faut qu'il se saisisse de cette perche-là. Si le président Ouattara s'entête à ne pas saisir cette perche et laisser que, comment dire ça, cette haine continue d'être entretenue par les politiques et certains hommes en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va tout droit dans un mur. Et cette Côte d'Ivoire qui va exploser bientôt va balayer complètement de revers de main ce qu'il a pu voir comme acquis de sa présidence au niveau de la Côte d'Ivoire. Il a intérêt à saisir cette perche, à aller dans le sens de la réconciliation. C'est la réconciliation qui est la chose la plus importante pour l'instant. La chose la plus importante, c'est la réconciliation et non les élections, les micmacs, les jeux politiciens, des appareils. Ce n'est pas ça qui est important. Ou bien des accords avec Paris. Ce qui est important, c'est il faut apaiser les cœurs. Il faut vraiment dire aux Ivoiriens, nous allons faire notre meilleur culpa. Ce fut très dur. Nous avons fait des fautes, nous avons fait des erreurs. Comme essaie de faire Soro, même si tout le monde sait que c'est tellement mesquin. Oui. Il dit, bon, oui, j'ai fait ça, mais maintenant, comme je l'ai dit, venez tout le monde derrière moi, c'est votre chouchou, votre candidat. Ce n'est pas ça qu'on demande. Qu'on fasse une réconciliation sincère. Que les gens fassent leur autocritique de manière sincère et qui donnent la chance à la Côte d'Ivoire, cette grande Côte d'Ivoire, de pouvoir renaître de ses cendres. Ainsi, il pourrait sortir par la grande porte? Oui. Je pense que, malgré tout ce que nous avons comme rancœur vis-à-vis du président Ouattara, s'il joue ce jeu-là, je vois très peu de gens... Il va rentrer dans l'histoire. Mais bien sûr. L'histoire des peuples du monde a été jalonnée de ces moments difficiles. Mais les autres peuples, là où ils ont été forts, oui, c'est qu'à un moment donné, des gens se sont donné un destin, un rendez-vous avec l'histoire en essayant de corriger leurs erreurs et leurs fautes. Et surtout regardez même l'histoire américaine, même l'histoire européenne, il y a ces moments. Malheureusement, chez nous en Afrique, comme les gens ne sont pas libres, comme ils sont en réalité les contremaîtres des intérêts des autres sur notre continent,
ils n'ont pas souvent cette facilité, j'allais dire, de manière naturelle, cette volonté de prendre des décisions qui vont dans le sens de l'intérêt de le peuple. Et donc nous invitons largement tout le peuple ivoirien, mais surtout le président Ouattara qui pour l'instant, c'est une réalité, c'est lui qui tient la manette du jeu, qu'il aille dans le sens de l'histoire. Qu'il aille justement dans le sens de l'histoire. Christophe Fanga, un nouveau congrès sera organisé par le RDR. On va peut-être choisir un nouveau dauphin, ou alors Alassane Dramane Ouattara va se représenter comme candidat à l'élection présidentielle d'octobre, ou alors finalement la présidentielle d'octobre prochain sera s'inédit. Ben écoutez, s'il y aura élection en Côte d'Ivoire, justement, parce que tout est fin prêt pour que ça explose, pour que M. Ouattara soit chassé comme il a fait chasser les autres. Parce que je vous le dis clairement, moi je ne m'inclinerai pas devant M. Ngon Coulibaly, la mémoire de Ngon Coulibaly. Parce que vous allez voir, on respecte les morts en Afrique. Mais écoutez, il a respecté quel nombre de morts? Monsieur Ndom venait de dire qu'ils sont combien sont en train de mourir à la Maka. Qu'est-ce que le Premier ministre de Côte d'Ivoire a fait? Vous savez, vous avez des généraux, des colonels, des capitaines, des sergents, des gars qui ont servi l'armée de Côte d'Ivoire, qui coupissent dans une misère incroyable. D'autres qui sont morts carrément sans avoir un comprimé. Et d'ailleurs, même on craint la contamination, vous appelez ça si c'est coronavirus ou bien c'est quoi à la Mata. Parce que vous voyez une prison qui était destinée à 1500, 2000 personnes est aujourd'hui à 12 000 personnes sous la gouvernance Ouattara et les gens qui n'ont rien fait, qui sans jugement, ils sont là seulement. Ah, c'est vous qui étiez avec le babo, ok, c'est bon, ça va. Voilà leur jugement. Leur jugement, c'est que vous étiez du côté de Gbagbo. Un point très long, ça veut dire qu'ils sont condamnés à mort. Mais quand même, M. Ngon Coulibaly pouvait faire quelque chose en tant que Premier ministre de Côte d'Ivoire. Même s'il avait les mains liées et qu'il était sous la coupole de Alassane Dramane Ouattara. Écoutez. Ils ont tous comploté contre la Côte d'Ivoire. Ces gens-là, Ngon Coulibaly a comploté contre la Côte d'Ivoire. Contre les Ivoiriens. C'est des gens qu'il faut oublier rapidement. Ça, il faut les effacer, il faut effacer leur nom rapidement. Parce que ça donne de la migraine quand vous écoutez ce genre de nom. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas un seul instant être dans une situation comme celle de la Côte d'Ivoire. Vous dites que les têtes sont en train de tomber. Mais des gens qui n'ont pas de tête ne font que... C'est normal qu'ils ont une machette qui coupe la tête de... parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes de tête. Ils sont arrivés comment au pouvoir? Ils ont coupé des têtes. Ils ont tué. Donc c'est des gens qui marchent avec des bassines de sang entre leurs mains. Donc ce qui les arrive aujourd'hui n'est qu'un petit semblant de quelque chose qui sera plus grave. Parce que M. Ouattara va payer. Ça, il faut se le dire clairement. Vous ne pouvez pas. Vous avez 4000 jeunes qui dorment dans les cimetières, qui dorment dans les rues, qui dorment dans les cartons à Abidjan. Et que M. Ahmed Bakayoko en fait, c'est... comment on appelle ça? Les microbes. C'est dealer. Vous comprenez un peu? Il les utilise pour son trafic de drogue. Et vous dites que non, c'est des gens... Mais vous avez 4000 jeunes comme ça. Vous ne comptez pas les près de 1,5 million de jeunes qui sont dispersés partout, hors de la Côte d'Ivoire. Et ceux qui ont pris la Méditerranée pour essayer de se sauver. Parce que le taux d'immigration en Côte d'Ivoire a subitement grimpé. Donc vous avez des gens comme ça. Donc vous avez un régime en réalité, un régime assassin. Qui tue tout, qui tue les destinées, qui tue des familles, qui tue... Mais la Côte d'Ivoire même n'existe même plus. Parce que quand vous venez prendre un pays et vous venez livrer à la France, parce que c'est une livraison, c'est un coursier. M. Ouattara était un coursier avec ses amis. Il a porté la Côte d'Ivoire, il allait livrer à la France. Parce que quand vous regardez avec même seulement la monnaie qu'on appelle ECO, vraiment, il faut avoir... Elle n'est pas encore en circulation, ne vous inquiétez pas d'abord pour ça. Même si elle n'est pas encore en circulation, ça fait pitié pour un grand économiste de dire que non. D'ailleurs, même quand on lui posait la question sur le franc CFA, oh non, le franc CFA c'est la meilleure des monnaies, le franc CFA c'est ceci, le franc CFA c'est cela. Mais c'est lui-même qui a encore changé le franc CFA qui était la meilleure des monnaies. Donc vous comprenez que c'est un personnage versatile. C'est un personnage qui n'est pas stable. En réalité, ce parti
que ce soit le RDR, que ce soit le RHDP, n'a pas de tête. Et c'est pour ça que les têtes ne font que tomber. Parce qu'en réalité, quand ce n'est pas de manière politique, quand on te force à la démission, parce que quand on dit que l'autre, donc, a démissionné, il n'a pas démissionné. On a fait le même scénario avec M. Soro. On le pousse à la démission, que monsieur, vous allez sortir. Parce que quand Ouattara a maîtrisé tout le circuit de la rébellion de Soro, il l'a mis à la porte. Parce que la vérité, c'est ça. Que la plupart des hommes, et les hommes qui étaient plus fidèles, tous ont été arrêtés. À Soro, tous ont été arrêtés. Et qui occupaient des fonctions importantes, tous ont été arrêtés. Donc, vous comprenez qu'on est dans un régime où on est en train de... On élimine ses adversaires, que ça soit de manière politique, que ça soit même par assassinat. De manière physique? Mais bien sûr. Ils sont nombreux qui ont été assassinés. Tous les coups sont permis? Mais tous les coups sont permis. Mais écoutez... Donc vous êtes d'accord que les Bakayoko qui avaient justement prédit la mort de Gon Coulibaly en demandant que... Enfin, en faisant des invocations, il faut le dire comme ça, que Ahmed Bakayoko sera le prochain président de la République, cela va se réaliser? Si lui-même, sa tête ne sera pas coupée d'ici peu, parce que même il est dans le viseur de Ouattara. Vous comprenez un peu? Ce qui est sûr, c'est que M. Ahmed Bakayoko lui-même va payer le prix. Parce que vous êtes dans un régime où tout le monde suspecte l'autre. Vous ne pouvez pas vivre dans ce genre d'état. Donc, vous comprenez que les têtes doivent continuer à tomber. Je vous dis clairement, et là je rejoins parfait, si Ouattara ne fait pas revenir le président Laurent Gbagbo lui-même, c'est-à-dire il prend l'avion de Côte d'Ivoire, de la République de Côte d'Ivoire, frappé du drapeau Côte d'Ivoire, il va à La Haye. Vous souhaitez ce mea culpa de la part de la Ouattara? Je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas. Mais vous voulez quand même qu'il prenne un avion, qu'il envoie... Je dis bien, c'est un devoir. S'il veut un seul instant qu'on se souvienne juste un peu de lui, parce qu'il est dehors très fond de la poubelle de l'histoire africaine. Parce que quand nous sommes en train de préparer un document, on ne sait pas si on va faire ça en coffret ou bien magazine et tout, les plus grands criminels de l'histoire africaine. Et le plus jeune criminel de l'histoire, c'est M. Bafori Soro-Guillaume. Oui, oui. Parce qu'en 10 ans, vous ne pouvez pas mener une rébellion. Et d'ailleurs, même il a marché sur ses propres frères du Nord. Il a tué ses propres frères du Nord. En plus de ça, il est arrivé à Abidjan, il a marché sur les Ivoiriens. Il a marché sur le sang des Ivoiriens. Donc, quand vous regardez ce genre de personnage, on l'a poussé à la démission, il commence à dire, oh non, vraiment, Ouattara, si je n'avais pas pris les armes, Ouattara ne serait pas président. C'est trop tard, cher ami. Mais qu'il nous livre Ouattara correctement, il dit voilà comment il faisait, voilà comment c'est. Ils mettent les preuves sur la table. Donc nous pensons aujourd'hui que les têtes vont continuer à tomber. Vous avez, ils sont combien qui sont malades? Ils sont assez nombreux quand même. Mais ces petits trucs dans le verre, c'est fini. Ou bien dans le climatiseur, ils sont nombreux comme ça, on les met le truc dans le climatiseur en venant au bureau, tu tombes. La chaise Gon Coulibaly est venue s'asseoir a été piégée. Donc dès qu'il s'est assis, c'était fini pour lui. Donc vous comprenez que des gars sont dans une stratégie d'élimination de tout le monde. En dehors, on vous crée d'abord des émotions fortes. Quelqu'un qui a des problèmes cardiaques ou bien des problèmes de cœur, vous lui créez des émotions fortes. Qu'il arrive, il sort de l'hôpital où il a subi encore des opérations. Vous lui mettez un dispositif jusqu'à le chef de l'État et son épouse. En fonction, viennent l'accueillir à l'aéroport pour lui dire que non, tu es la personne la plus importante de Côte d'Ivoire. Vous imaginez l'émotion que ça peut faire pour quelqu'un qui est malade. C'est l'émotion que tu es. Ça participe à tous ces éléments-là pour son assassinat. Il était déjà très malade. Hein, je dis bien, mais quand vous êtes très malade et on vous crée des émotions fortes, c'est pour que vous portez bien. C'est pour vous assassiner en réalité. Donc, vous comprenez que ce régime n'a pas de tête. C'est pour ça que les têtes vont continuer à tomber jusqu'à ce que la vraie Côte d'Ivoire et les vrais Ivoiriens reprennent le contrôle de leur pays. Ça, il faut se le dire clairement. Guillaume Bafori Soro-Guillaume peut faire son mea culpa comme il veut. Mais oui, il faut qu'il arrête de penser que c'est le candidat à l'élection présidentielle de 2020. Ça, les Ivoiriens n'accepteront pas ça. On vous a compris parfaitement. Messieurs, jusqu'à preuve de contraire, on sait que le Premier ministre est décédé, Amadou Gon Coulibaly, qui sera bien sûr inhumé le vendredi prochain. Il y a le vice-président qui vient de démissionner, le président de l'Assemblée nationale qui est, il faut le dire, hospitalisé, le président du Sénat qui est également hospitalisé selon la Constitution. Bertrand Tatinda, votre réaction? Déjà,
première leçon sur le plan politique, c'est que dans nos pays, c'est très, 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 très dangereux de désigner son successeur. C'est-à-dire que même un assassinat politique. C'est-à-dire que moi, je me demande même si ça vous garantit une sécurité. Non. Pour moi, regardez comment cela s'est passé en RDC. Oui. C'est la veille de la clôture des candidatures que le président Kabila va demander à son parti de soutenir M. Ramazani. Tout le monde criait que mais quel candidat? Il faut qu'on ait le candidat. Il va le garder, c'est-à-dire que pratiquement entre lui et M. Ramazani, de la réunion qu'ils avaient eue, et dire que je compte sur toi pour conduire en quelque sorte ma majorité. M. Ramazani va le garder pour lui. Même ses plus proches, l'histoire raconte que même son épouse lui demandait que mais tu pars dans 3 semaines, il n'y a pas de candidat. Il disait que mais excuse-moi, il y a un candidat. Je le sais qui est le candidat. Mais M. Ramazani n'a pas gagné l'élection, mais rien ne vous dit que dans 5 ans, il gagnera l'élection. Si le président Kabila ne se présente pas, ce que je souhaite, je l'ai toujours dit. J'appartiens aussi, je vous le dis, au fan club. Vous êtes d'accord que Kabila revienne? Mais il faudrait qu'il revienne. C'est justement pourquoi je vous pose la question. Il faut nous faire ce débat sur la RDC, sur la situation politique. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu pour vendredi prochain. Vous savez qu'effectivement, avec ce genre d'émission, nous, on se sacrifie. Même s'il y a un déluge sur Douala, on vient parce qu'on a à dire. Mais vous voyez la situation politique. Donc, c'est un problème. Monsieur Gon Coulibaly, vraiment, c'est pas question de révéler son état de santé. S'il avait une pile, il avait plus de cœur. Il avait suivi une opération extrêmement lourde. Le nommer Premier ministre, c'est un risque terrible. Quoi qu'on dise, être Premier ministre, j'ai eu la chance des fois d'être dans le cabinet de certains ministres, il était 22 heures sur des dossiers. Parce qu'à tout moment, la présidence de la République peut dire que je veux un dossier à 3 heures du matin. J'ai lu des livres qui ont été écrits par des secrétaires généraux de la présidence au Cameroun, dont certains n'ont pas vocation à flagonner le président Biya. Ils sont en prison. J'ai lu des livres. Ils expliquent que c'est terrible. D'ailleurs, la première réunion que tu avais le président, il dit qu'il faut être joignable tout le temps. 24 heures sur 24. Tout le temps. Et un va dire qu'il s'est amusé un jour à aller à l'église et à fermer son téléphone. Quand il va ouvrir son téléphone, il va voir près de 24 coups de fil de l'aide du camp du chef de l'État qui lui dit, mais vous avez dit d'être tout le temps. Il faut être à la présence tout de suite. Et quand vous rêvez, on vous dit, il faut tel dossier. Donc, le volume de travail est énorme. Monsieur Gon Coulibaly était très malade. Et cette nomination au poste de Premier ministre, voilà ce qui va commencer à empoisonner, comment je vais dire que, le climat politique au sein du RHDP. Parce qu'il va être nommé uniquement sur la base de la fidélité au président Ouattara. Ouattara le dit, quand j'arrive au Premier ministère en 93, je suis nommé Premier ministre, il est mon directeur de cabinet. Fidèle. Monsieur Gon Coulibaly n'a jamais eu d'arme. Sa politique était être fidèle au président Ouattara et à son épouse. Mais vous ne pouvez pas prendre un pays comme la Côte d'Ivoire qui a besoin de réformes terribles. Une réforme que la Côte d'Ivoire a besoin, c'est la question foncière. Les dozos prennent les machettes. Ils disent que le problème Abidjan là ne nous regarde pas, nos terres. Des Burkinabés, vous savez que la nationalité est distribuée au marché, c'est 50 francs, 100 francs, 2000, 4000, 5000, un certificat de nationalité. Et le RHDP veut gagner l'élection véritablement en donnant un certificat de nationalité en échange d'une promesse claire et d'une appartenance ethnique et régionale. On te donne un certificat de nationalité. C'est distribué en Côte d'Ivoire. On m'a envoyé une photo et dit, monsieur Tatinda, regardez, c'est dans une chefferie, on distribue les certificats de nationalité. Je l'ai sur ce smartphone. Mais comment vous allez gérer les conséquences de cette histoire? La question de l'état civil, les questions foncières, le lobby franco-libanais, ils prennent tout. Tout. On va discuter de la RDC. Je veux vous dire ce que les franco-libanais font en RDC. Sur la question minière. Il y a palabre. Il y a palabre. Moi, je veux même le dire ici que si M. Tshisekedi n'est pas compétent, qu'on fasse tomber son gouvernement. Mais oui, c'est terminé. L'Afrique ne sera plus jamais la colonie de quelqu'un. Plus jamais. Nous n'allons plus jamais l'accepter. Ça va pas être facile. Regardez ce qui se passe au Mali. À Chouka. Faut nous faire aussi ça. On va venir débattre. Mon grand frère Parfendom, c'est-à-dire qu'il connaît ces choses-là, il me comprend, je le vois avec son sourire, pour dire que, mais jeune homme, toi tu es enthousiaste, nous ces choses-là, on a analysé ça depuis. C'est vrai qu'on est en désaccord sur certaines lignes, mais dans l'ensemble,
On a une vision. Parce que vous ne pouvez pas analyser la situation de Côte d'Ivoire restant en Côte d'Ivoire. Vous n'analysez la situation de Côte d'Ivoire, vous ne regardez pas le Mali. Vous ne regardez pas la situation en Mauritanie. Vous ne regardez pas le problème du djihadisme. Nous-mêmes au Cameroun, on est concernés avec cette insécurité. Vous ne regardez pas RDCA, RCA. Ben, il faut regarder. C'est-à-dire que c'est une vision d'ensemble. De dire que des gens qui veulent maintenir des pays comme étant des colonies d'autres pays, entre guillemets d'autres super pays, ben, ils auront une fin malheureuse. Les peuples n'acceptent plus. C'est plus possible. Vous faites comment? Et quand vous avez M. Gon Coulibaly, vous connaissez, vous retenez quelque chose de son action politique? Rien. Quelque chose par hasard. Donnez quelque chose que Gon Coulibaly a même planté les fleurs dans Abidjan. On va dire oui, il a embelli Abidjan. Voici les jardins publics Gon Coulibaly. Vous connaissez rien du tout. Fidélité à la famille Ouattara. Et on va convoquer un congrès et on va expliquer que il est candidat parce que véritablement il est fidèle. Voilà la raison. J'ai des images du congrès. Il m'est fidèle. On ne va même pas demander aux congressistes de voter. On aurait même pu faire yes et yes. Comme on nous explique qu'on avait le référendum de 72, on mettait yes et oui. Yes. On aurait même pu donner aux gens des enveloppes avec yes et oui. Et dire, voulez-vous Gon Coulibaly? Les gens disent yes ou oui. Mais on va dire aux congressistes que, voilà, on va lever sa main en fait devant l'assistance et dire voilà, mais il va avoir des problèmes. Il va avoir de sérieux problèmes. Quand il va tomber malade, qui va assumer l'intérim? Un potentiel narcotrafiquant. Mais quoi qu'on dise, il y a quand même quelques rares cas. Les Mabri-Touakos vont expliquer que nous sommes quand même des hommes politiques. Nous sommes quand même des bons politiques un peu sérieux. D'ailleurs, on menace de l'arrêter. Parce qu'il commence à parler. Il fait ce que ce roi fait. Il fait les tournées à l'intérieur du pays. On lui dit qu'il veut tourner pour le camp Gbagbo. Parce que voilà ce que le grand frère parfait de Norma dit. Quelle est la conviction politique de Mabri-Touakos? Il suffit qu'aujourd'hui l'alliance... En fait, l'alliance, comment je vais dire que de ceux qui veulent rénover la Côte d'Ivoire, ou bien le FPI, lui explique que tu seras ministre délégué. Mais terminé, vous allez voir les déclarations de Mabri-Touakos et dit que vraiment le président Gbagbo a toujours été un grand monsieur. Il fait des tours. Et puis on lui a expliqué qu'effectivement, tu dois ta carrière politique, tu dois ta petite richesse et tu dois même, comment je vais dire que ta petite position de pouvoir grâce au président Ouattara. Tu continues à parler comme tu parles, on te fait arrêter. Là-bas en Côte d'Ivoire, c'est distributeur automatique des 20 ans. On vous prend 20 ans. On vous prend 20 ans, on vous prend 20 ans, on vous prend 20 ans. Les gens qui parlent de gré à gré, vous voyez comment on installe le gré à gré? Le gré à gré, c'est-à-dire que on va vous faire le gré à gré. C'est-à-dire que 20 ans, on élimine tout le monde. On fait comme on fait ici au Cameroun. Le préfet dit, population d'Union Ikele, voici votre sous-préfet. Il marche, il se tient là comme ça. Saint-Gendarme passe en revue, il passe en revue les troupes de Saint-Gendarme. Voilà ce qu'on veut faire en Côte d'Ivoire, sauf que ça sera compliqué. Le président Gbagbo arrive. Ça sera compliqué. Moi même si je travaille, que le gré à gré là, on va mettre le sable dedans. Paris va manger, Paris va vomir. C'est pas possible. Il n'y aura pas le gré à gré. Donc voilà ce qui se passe en quelque sorte là-bas, où ça ne vaut plus la peine de regarder de ce côté-là. Monsieur Fanga, priez qu'il n'y ait pas la guerre dans ce pays. C'est notre pays. On aime la Côte d'Ivoire. Mais qu'il y ait plutôt la rénovation en Côte d'Ivoire. Parce que tous les regards aujourd'hui, même les France 24, sont tournés du côté en fait du FPI. Qu'a dit le président Gbagbo? Car dernièrement, c'est eux qui m'informaient qu'il a déménagé. Pour plus de quiétude, il a déménagé. Moi, je ne savais pas. Alors que mes amis de Côte d'Ivoire, mes amis du FPI m'envoient des infos, des dépêches tout le temps. Mais c'est France 24 qui m'explique que le président a déménagé au point de dépêcher une équipe potentiellement devant la nouvelle résidence du président Gbagbo. Le terroriste, le voyou, le bandit, qui ne voulait pas partir du pouvoir, qui a assumé 3000 morts. Aujourd'hui, c'est-à-dire que je peux vous dire que si le président Gbagbo sort, Monsieur Le Drian, ne soyez pas surpris qu'on le reçoive. Et là, c'est pour ça véritablement que l'histoire réhabilite toujours les gens. Je vous encourage. C'est-à-dire que sortez-nous cette histoire. Vous avez, n'oubliez pas Savimbi. Je vous donne quelques noms en passant. N'oubliez pas Monsieur Savimbi. N'oubliez pas Charles Taylor. N'oubliez même pas des gens comme Amani Toumarine Touré. Le pauvre Ibeka aujourd'hui, on parlera de... Il faut le mettre, ces grands criminels-là. Ouais, nous allons nous associer à cette histoire. Daniel Do. Donc voilà. Oui, n'oubliez pas Daniel Do. N'oubliez pas Daniel Do. Ah ouais, mettez-nous ça dans cette histoire. Donc vraiment, cette Côte d'Ivoire-là, nous prions Dieu, effectivement. Et encore faut-il que, comme on dit, qu'il y ait élection présidentielle. Encore faut-il qu'il y ait élection présidentielle. Encore faut-il qu'il y ait... Patient Parfait d'homme, vous avez suivi les uns les autres, hein, mais je tiens à répéter, le Premier ministre, parce que je vous parle du sommet de l'État, on parle du sommet de l'État ivoirien. Le Premier ministre, il est décédé, le vice-président, il a démissionné, le président de l'Assemblée nationale est hospitalisé, le président du Sénat est également hospitalisé. Voilà les 4 personnalités derrière le président de la République. Tous sont, il faut le dire, hein, HS à ce moment-ci. Qu'est-ce qui se passe? Ça signifie que Alassane Dramane Ouattara va se représenter en octobre prochain?
Moi, c'est ma grande interrogation. C'est dans l'ordre du possible. C'est dans l'ordre du possible. On ne peut pas le nier. Mais je suis très gêné parce qu'on fait semblant de ne pas voir ou bien de ne pas comprendre d'où vient la Côte d'Ivoire. Il y a quand même une crise post-électorale qui a fait des milliers de morts. On ne parle de 3 000 morts, mais d'autres personnes parlent de 20 000 morts. Mais vous êtes gentil. J'ai eu la chance de rencontrer M. Paul Decuy, paix à son âme, qui était l'un des grands responsables Oué, la communauté Oué, qui a subi un massacre vraiment incroyable pendant cette crise post-électorale, et qui m'expliquait, parfait, j'ai des dossiers. Des villages entiers ont été complètement rasés. On a assassiné des femmes enceintes, on a éventré des femmes enceintes, en tuant même le fœtus. Excusez-moi le terme. Ouais. Donc on ne peut pas faire semblant comme nous ne savons pas que ça existait. Mais ces personnes ont été massacrées par qui? C'est la grande interrogation. Mais non, tout le monde le sait. Les hordes de barbares. La rébellion, les chefs rebelles. Venus de Burkina Faso. Tout le monde le sait. Ça, ce n'est pas le cinéma de la CPI qui fait semblant de ne pas voir, d'être incapable de restituer les responsabilités. Non. On sait très bien qui a fait des massacres en Côte d'Ivoire. Avec la vague de l'ONU, de M. Choi, ce brigand, et l'autre criminel qu'on appelle Nicolas Sarkozy. Tout le monde le sait. La crise ivoirienne s'est déroulée devant les caméras du monde entier. Il n'y a rien à cacher. M. Soro disait dernièrement que quand il était encore à la primature, oui, il y a beaucoup de gens qui sont autour de Ouattara qui venaient lui dire, il y a de la vidéo disponible, hein, que PM là où tu vois là, le gars là il n'est pas ivoirien. Hein. Il dit Ouattara là n'est pas ivoirien. Ces mêmes gars aujourd'hui sont autour de Ouattara et ils font croire à Ouattara qu'ils sont prêts à mourir pour lui. C'est ça que je dis qu'il n'y a pas des gens politiques par conviction dans ce groupe. C'est vraiment la duperie. Est-ce qu'il y a la loyauté justement en politique? Non, non. Non, quand nous sommes des camarades qui avons le même fond idéologique, nous sommes prêts à mourir l'un pour l'autre. Mais aujourd'hui, en Afrique, il suffit d'être un bon technocrate, on est nommé quelque part, et du jour au lendemain, on devient un homme politique. Regardez même au Cameroun. La plupart des gens, quelqu'un qui était et gérait son dossier dans un ministère, oui, le jour où on le bombarde, un ministre quelque chose, il devient personnalité, ressource de sa région d'origine. C'est quoi cette affaire? Ces gars ne sont pas des politiques. Ils ne savent pas comment faire pour gérer une cellule, un comité de base, avoir ces complications, ces contraintes, comment organiser un meeting, comment organiser les égos entre les militants, comment faire un plan pour envahir un quartier. Ils ne savent pas le faire. Ils ne savent pas gérer l'appareil qu'on appelle le parti. Donc, il s'est dit, comme j'ai un bac plus 50, je suis un docteur en doctorat, c'est pour cela qu'on m'a fait appel. Donc, il est là. Tu vois? C'est pour cela qu'en Afrique, il n'y a pas de politique au sens propre du terme. On va me dire, mais même en France, c'est le cas de la France. L'Afrique est une terre d'un lourd héritage d'un passé politique. On a vu des grands hommes politiques en Afrique. Donc, il faut laisser les comparaisons qui ne tiennent pas. Des trains qui n'arrivent jamais à l'heure. Donc, je pense que nous devons toujours avoir à l'esprit ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et j'avais dit aux Ivoiriens pendant cette crise post-électorale que, attention, vous, les pays qui sont au nord, là, c'est principalement 2 pays, le Mali et le Burkina. Quand vous allez finir par abattre ce que j'appelle le pivot stratégique de l'Afrique de l'Ouest, ça on peut l'appeler hors Nigeria bien sûr, vous allez avoir les problèmes. Aujourd'hui, le Burkina est où? Le Mali. C'est un non-État. Donc c'est ça. Il faut faire attention. Quand on parle de stabilité dans notre sous-région, par exemple en Afrique centrale, tous les pays de l'Afrique centrale ont intérêt que le Cameroun soit stable. Et pour cela, ils doivent dire la vérité aux politiques qui veulent s'aimer la zizanie et le chaos chez nous. Parce que si le Cameroun s'effondre, c'est toute la sous-région, comment dire ça va être un nom de choc qui va balayer complètement la sous-région. C'est ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et pour cela, les gens qui sont au pouvoir pour le moment doivent comprendre quelque chose qui est simple. Ils ne peuvent pas continuer à défendre les intérêts de l'étranger sur notre continent. En le faisant, ils jouent contre leur propre destin, leur propre avenir. Ils n'ont plus d'avenir s'ils le font. Quand j'écoute, le gars lequel, je crois que, comment dire ça, l'illustration la plus forte, c'est Soro. Il faut écouter les vidéos de Soro aujourd'hui. C'est incroyable. Alors que quand Soro allait dans cette aventure, on lui disait, attention, tu ne peux pas trahir éternellement quelqu'un qui t'a fabriqué. Mais au Cameroun, on appelle les créatures. Tu ne peux pas. On ne peut pas cracher dans la soupe qui t'a nourri.
Or, en Afrique, et principalement le voit en Côte d'Ivoire, vraiment, les gens n'ont pas de... Ils ne savent pas ce que c'est la loyauté. Non, ils ne savent pas. D'un coup, on part, oui, le vent va à gauche, on va à gauche, le vent va à droite, on va à droite. On va dire la pression était tellement forte, on tuait beaucoup de gens qu'il fallait se mettre à l'abri, ma famille et moi. Oui, mais quand tu veux te mettre à l'abri, ta famille et moi, de manière perpétuelle, tu ne fais pas la politique. Quand tu fais la politique, ça veut dire que tu es prêt à assumer tes choix politiques. Aller en prison. Non pas seulement la prison, aller jusqu'à la mort. Oui, c'est ça la politique. Parce que tu défends des idéaux. En politique, on défend des idéaux. On défend une autre vision, n'est-ce pas, et de la vie, et de l'histoire, et du monde, que celle qui est dominante. Mais quand vous êtes en politique, parce que vous êtes fait de flinflin comme un féman, sur un coup, vous frappez tel. Si le baron de gauche est mort, vous allez chez le baron de droite. Non, ce n'est pas ça la politique. Et c'est ça qui donne l'élite politique que nous voyons en Côte d'Ivoire, qui n'a pas vraiment de consistance. Et c'est ça qui crée l'échec de la Côte d'Ivoire. Donc là maintenant, je continue de vous dire, vous venez de faire le tableau macabre, où il y a des morts, où il y a des gens qui sont en prison, mais j'ai oublié de le dire. Les gens continuent de mourir, surtout la jeunesse ivoirienne. J'ai vu encore que l'un des gardes-corps d'un haut dignitaire ivoirien, je ne sais pas si c'est pas le président Laurent Gbagbo, il venait de mourir. Parce que le gars, comme le disait Fangwa, était incapable de se soigner. Les comptes sont encore bloqués. On laisse des gens dans une misère pas possible. Il y a encore des dozos qui ont des plantations des gens, qui sont encore dans des maisons des individus dans l'arrière-pays. Ils ont dit ici, à partir d'aujourd'hui, c'est le Mont Peko. Amadé Ourémé, ce criminel burkinabé là, il est venu, le Mont Peko est classé patrimoine de l'UNESCO, hein, ça dit qu'il ne faut pas toucher, mais il est venu faire des plantations de cacao à l'intérieur, alors que c'était interdit. Même les autochtones autour de ce Mont Peko n'y entraient pas pour faire des plantations. Lui, il est venu, il a tué des gens, il a nettoyé les villages, il était là. Il était avec la tenue de l'armée soi-disant ivoirienne, hein, jusqu'à ce que quand même les gens disent à quelque part que non, le gars là, il a fait trop fort, il faut quand même l'écarter. Et depuis, il a été écarté, mais il n'a jamais été condamné. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc c'est ça la réalité. Donc je pense que les Africains, à travers la Côte d'Ivoire, on doit quand même ouvrir les yeux. Et c'est dit, arrêtons. C'est pour ça que Christelle, contrairement à ce que je pense, tu as dit tout à l'heure, je suis pour qu'on puisse se pardonner. C'est pour ça que j'adresse mes sincères condoléances à la famille de Ngom Coulibaly. Au-delà de tout. Pas pour lui, c'est non, pas au-delà pour de nos divergences. C'est pour un grand patriote comme vous-même vous avez cité. S'il te plaît. Pour un homme du Nord qui aime son pays. S'il te plaît. Que vous avez cité. S'il te plaît. Merci. Au-delà de nos divergences. Oui. Au-delà des crimes. Au-delà de nos attitudes de criminels. Chaque fois qu'un Africain meurt, c'est un mort de trop. Mais s'il a partisé avec le diable. Vous savez, il y a la question de la repentance. Il doit aller en enfer. Nous devons nous souhaiter. Il est déjà mort, il va en enfer. Non. Oui, on vous comprend. Mais sur le continent africain, on doit quand même... Ce sont des attitudes... On doit s'incliner devant sa mémoire. Ça, c'est normal. C'est ça. Et en nous inclinant devant ses mémoires, c'est pour donner l'exemple aux autres. Surtout à ses soutiens. Que vous voyez, au-delà de tout ce que nous avons fait, nous n'avons pas de haine, nous n'avons pas de rancœur. Nous sommes disposés, malgré ce que nous avons subi, à nous hâter vers la voie de la réconciliation. Il faut prôner cette voie de la réconciliation. Parce que sans la réconciliation, c'est encore des milliers de morts que nous avons enregistrés. Et si nous enregistrons encore des milliers de morts au niveau de la Côte d'Ivoire, ce ne sera pas seulement l'échec de la Côte d'Ivoire. C'est l'échec de toute l'Afrique entière. Justement. Surtout de ta peau noire. Tu te souviens des gestes de Samuel Eto'o. Et de waouh, si ce n'était pas l'histoire de ma peau là, les histoires de ballon d'or là, ça devait pleuvoir sur ma tête. Mais à cause de ma peau là, je n'aurais jamais. Après avoir marqué un magnifique but lors d'une finale de la Champions League. Donc n'oubliez jamais, chaque fois qu'un noir est en difficulté, ou bien il est dans l'erreur, ça se répercute sur ta propre personne. La vision des autres sur toi, c'est comme ça qu'ils voient. Parce que les autres peuples du monde, excusez-moi le terme pour sortir de là, ils ne comprennent pas ce qui se passe en Afrique. Mais ces gens-là, ils sont comment? Depuis 75 ans, ils ont la monnaie de l'autre. Ça ne leur dit rien. Depuis 75 ans, ils prennent des ordres à Paris. Ça ne leur dit rien. Quels sont ces gens-là? Chaque fois que quelqu'un est élu président, premier acte, bam, il prend l'avion, il va à Paris, prendre le cahier de charge. Patron, je fais comment? Quand nous appelons les sous-préfets, ce n'est pas par abus, hein? Ce sont ces faits-là que nous disons, c'est pas possible, mais changeons. Mais vous avez déjà vu en Malaisie, quelqu'un, un chef d'État, il prend l'avion pour aller à Paris ou bien à Londres. Pour faire quoi?
D'abord, si tentent de le faire le lendemain, ils vont les égouiller, hein, en Thaïlande, que vous voyez là. Donc, essayons de nous réapproprier de notre personnalité. Nous sommes des hommes dignes. Il faut que les politiques ivoiriens aillent dans le sens de la réconciliation. Et pour cela, moi je l'ai dit, en cas de réconciliation, en cas d'une CENI rénovée, en cas d'adoption des règles de manière consensuelle de toute la classe politique, la société civile ivoirienne, s'il y a des élections et que M. Ouattara les gagne, moi je vais soutenir M. Ouattara. Je le fais. Parce qu'au moins, il aura démontré à la face du monde qu'il est un véritable démocrate. Et je ne suis pas sûr que dans le cas d'espèce, ni M. Laurent Gbagbo, ni leur pays ne vont aller à l'encontre, n'est-ce pas, la personnalité de M. Ouattara. Mais s'il continue d'organiser le foufou là, qu'il essaie d'organiser, ou comme Tatan le disait, on donne le certificat de nationalité à 50 francs, au genre le marché dans les chefferies, s'il pense que c'est comme ça qu'il va encore s'imposer, parce que ça, s'imposer au peuple ivoirien, je peux lui dire, papa, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Paris, il faut faire très attention parce que la vie, elle a ce de particulier que les gens oublient que nous sommes sur une courbe qui tourne à une vitesse incroyable. La Terre tourne. Elle tourne et tout le monde le sait. Allez-y avec les ailes. Oui. Dans ce combat politique en Côte d'Ivoire, il y a Dieu dedans. Hein. C'est ce que les gens oublient. Ouais, c'est un peu pasto. Il y a pas Dieu dedans. Oui. Donc quand les gens font leur projection, parce que Ouattara était sûr que non, il avait déjà gagné le pari en mettant Ngon Coulibaly candidat et tout. Il s'était échappé d'une chose. Mais voilà Ngon Coulibaly qui est parti. Non, Ouattara savait que Ngon ne devait pas tenir. Ouais. Non, il savait. Je suis d'accord. Il savait que Ngon... Donc il faut faire attention. Il ne faut pas faire l'analyse en donnant l'impression que, avec les choix de Ngon Coulibaly, Ouattara était sorti du jeu. Ouattara savait très bien. Il avait le dossier médical de Ngon Coulibaly. Il savait que ce gars ne pouvait pas tenir. Le gars subit 3 opérations lourdes. Il avait un pacemaker, il ne pouvait pas tenir. Et ses médecins lui ont dit, toi qui rentres à Abidjan, mets-toi à carreau. Mais écoutez, monsieur Ndom, il ne veut même pas rentrer. Vous êtes d'accord avec André Kissel Fanga que c'est par émotion qu'il est tombé finalement? Oui, mais c'est un complot. On a voulu l'utiliser tout simplement. Les gens donc André Kissel Fanga terminé. D'accord avec ça, vous comprenez un peu, parce que Ouattara ne travaille que pour lui et rien que pour lui. Voilà, ça. Il ne travaille pas pour les Ivoiriens, il ne travaille pas pour ses collaborateurs, il ne travaille pour personne. Ça va pour la France? Mais écoutez, il est français. Ce n'est pas, c'est dit parce que il est la Haute-Volta, il n'a plus de nationalité en réalité. La Haute-Volta où il était originaire n'existe plus, c'est un pays qui a été dissous de la carte du monde, qui est devenu le Burkina Faso. Donc il n'a même pas la carte d'identité burkinabé. Il n'a pas la carte d'identité ivoirienne. Et donc jusqu'à aujourd'hui, les géophysiciens, les astronautes et tout le reste cherchent encore à localiser le village de Ouattara en Côte d'Ivoire. On n'a pas encore localisé. Donc jusqu'à présent, parce que quand même, le président Gbagbo peut te dire qu'à Gagnois, on sait où on peut le localiser, on sait son village, on connaît la tombe de son père, de son grand-père et de tout le reste. On peut, tout, Soro même encore, on peut retrouver et tout. Donc, vous comprenez que le Ngon Coulibaly dont nous parlons, on peut retrouver même au nord, son village, ses aïeux et tout le monde, la traçabilité. Donc, vous comprenez qu'en réalité, on est dans un régime méchant, un régime criminel. Monsieur Ouattara parce qu'il n'a pas d'identité, ce n'est que normal. Vous savez que le président Laurent Gbagbo a continué à payer les indemnités de Ouattara en tant que Premier ministre, même quand il n'était plus Premier ministre. Tout le monde est au courant. Vous inquiétez pas pour ça. Même pour sa femme. Mais est-ce que demandez-lui à M. Ouattara s'il continue à payer les indemnités ou bien s'il a même payé un jour les indemnités du président Laurent Gbagbo comme ancien chef d'État? Non. Est-ce qu'il a continué à payer pour Mme Simone Gbagbo, ancienne première dame? Non. Est-ce qu'il a payé pour tous les autres? Parce que même pour Bédier, on continue à payer, reverser. Quand le président Laurent Gbagbo était président, il reversait les indemnités d'anciens chefs d'État au président Bédier. Mais vous voyez comment des gens sont méchants. Que même seulement pour... Donc, ils vous privent de tout. Ils vous privent de liberté, ils vous privent de vous soigner, ils vous privent même de manger. Alors, vous comprenez qu'on ne peut pas supporter ce genre de régime. Surtout chez nous en Afrique où nous sommes un peu socialistes, nous sommes des socialistes. C'est-à-dire quand tu as 10 francs, c'est pour toute la famille. Quand nous ne mangeons pas, parce que l'une des théories où l'Européen est venu nous diviser, c'est de nous faire manger dans le plat et la cuillère. On ne connaissait pas ce qu'on appelle le plat et la cuillère. Nous mangeons chez nous en Afrique dans les combos, dans les marmites. C'est-à-dire on met le foufou dans un gros plateau.
on met la sauce de l'autre côté et chacun lave ses mains et il trempe la main. Même l'étranger qui est de passage. Et c'est justement parce que l'Ivoirien a été trop gentil, a laissé place à l'étranger qu'ils ont pris le contrôle de la Côte d'Ivoire. Moi, quand j'explique le problème de la Côte d'Ivoire, de cette situation, je prends toujours référence dans les Saintes Écritures, dans le livre de Genèse chapitre 11. La construction de la tour de Babel. Pour ceux qui connaissent, qui sont lecteurs de la Bible. La tour de Babel. Ils ont fait un projet de construire une tour qui devait atteindre le ciel. Et quand Dieu a vu le projet, il a dit ce peuple est uni, il faut venir, il faut disperser. Il a mis un double langage. Donc il a dispersé ce peuple-là en leur donnant différents langages. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement dans le RHDP, soi-disant RDR de M. Alassane Dramane Ouattara. Chacun maintenant en train de regarder maintenant de son côté. Il y a la division partout, parce que c'est un régime de division. Ouattara est de son côté, il joue son film. Ahmed Bakayoko est en train de réfléchir. Doukan Kablan réfléchit de son côté. Chacun est en train de réfléchir de son côté. Chacun est en train... Et je conclus dans ce genre de, dans ce propos en disant, comme Guillaume Soro lui-même l'a dit, M. Alassane Dramane Ouattara a pris le pouvoir dans un hôtel. Et quand vous êtes locataire d'un hôtel, quand votre séjour finit dans cet hôtel, vous prenez l'ascenseur ou les escaliers, ou quand vous descendez de votre chambre, vous déposez les clés. Prenez les clés et vous déposez à la réception. Nous pensons que le bail de M. Alassane Dramane Ouattara a longtemps duré en Côte d'Ivoire et ses acolytes. Libérez l'hôtel Ivoire. Allez vous retrouver, ou presque quand je parle l'hôtel Ivoire, c'est pour illustrer un peu toute la Côte d'Ivoire. Libérez la Côte d'Ivoire. Vous avez fini votre séjour, vous vous êtes enrichi. Votre fils a porté tout le cacao de Côte d'Ivoire pour aller s'installer au Burkina Faso. Et le Burkina Faso est devenu un très grand producteur de cacao. Jamais vu, alors qu'il n'y a aucun plan de cacao au Burkina Faso. À cause de son fils qui est trader, qui fait dans des grosses affaires. Donc, vous comprenez qu'en réalité, c'est des businessmen qui ont travaillé pour le bien de la France. Maintenant, le temps est arrivé parce que chaque chose a son stop. Comme dit souvent mon frère Ronts. Vous connaissez ce chant. Chaque chose a son stop. Le stop est arrivé pour M. Alassane Dramane Ouattara et ses comparses. Et ses comparses, monsieur, plus que 3 minutes pour sortir. Oui. Sortir de ce sujet. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La Côte d'Ivoire. Parce que est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation, comme le disait M. Parfendom, ou d'élection présidentielle? C'est un choix important. Moi, je crois que l'élection présidentielle n'est pas fondamentale. Elle n'est pas importante. La Côte d'Ivoire a besoin que le président Gbagbo retourne, comme a dit le président monsieur Parfendom, que les Ivoiriens se parlent. Ça sera très difficile, parce qu'il faudra projeter même certaines images sur un écran. Ça sera, comment je vais dire, une repentance nationale. Ça sera très dur. Ah, merci. Âme sensible, il faudra s'abstenir. Il faudrait y mêler les hommes d'église. Et en ça, vraiment, j'ai toujours apprécié. Les vrais hommes d'église. Monsieur André Christelle Fanga, effectivement, oui, qui a une formation là-dessus, qui peut même aider, qui peut être même peut-être invité en Côte d'Ivoire. Il faudra mêler tout le monde et aller à l'élection présidentielle. Parce qu'une élection présidentielle, ça clive. À l'intérieur même du PDCI, ça ne va plus. Je dis du PDCI. Au sein du FPI, c'est-à-dire ma famille politique en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas toujours. C'est dur. C'est encore le monde à l'envers. C'est-à-dire que monsieur, monsieur Afin-Guessan, quand j'ai suivi son interview avec Madame Simone Gbagbo, c'est pas la bise tous les matins. Hein. C'est très compliqué. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on le sait. Et les climats. Ça fait des années. Ouais, mais vous allez à l'élection présidentielle. Et je ne parle même pas au sein, en fait, au sein du RHDP. Où un certain nombre de personnes expliquent au président Ouattara, lui-même, est-ce qu'il est en bonne santé? N'entrons pas dans son dossier médical. Parce qu'entre M. Gon Coulibaly et M. Ouattara, je ne suis pas convaincu qu'il y a un qui peut en fait dire que moi je suis en santé. Lui, il avait un pacemaker. Donc, lui-même, c'est compliqué. Donc, vous voyez donc que, vraiment, pour moi, l'élection présidentielle, là, comme on dit en Côte d'Ivoire, ça peut attendre un peu. Ça peut attendre un peu. Donc, il faut véritablement le dire. Mais est-ce que Paris a besoin de la réconciliation en Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que certains intérêts français, certains intérêts, comment je vais dire, le grand capital et le capital de l'argent a l'intérêt de la réconciliation? Parce que forcément, quand on va être à la réconciliation, ben, comme le dit M. Parfendom, il
va falloir poser la question que comment on redéfinit donc même nos relations avec la France là? Parce qu'il y a une crise post-électorale et la France a joué un rôle. Les militaires français sont là. Monsieur Choi vous nargue et vous tire la langue quelque part cachée en Asie. Il va falloir se poser quand même ces questions-là. Même dans un forum de réconciliation, monsieur Parfendo, même en dernière journée, même si ce n'est pas à l'ordre du jour. Messieurs, on ne parle pas nous sortons de ce débat ce matin et de cette édition. Patient Parfendo, vous avez le mot de fin. Non, la Côte d'Ivoire, comme toute l'Afrique entière, on a besoin de paix. Oui. Nous encourageons les différents acteurs, nous encourageons les responsables de la sous-région au niveau de l'Afrique de l'Ouest et même de toute l'Afrique d'essayer de travailler dans le sens d'encourager ceux qui sont aux affaires actuellement en Côte d'Ivoire, de donner la possibilité à cette paix. Et je suis d'accord avec Christelle Sango Pastor, je suis pour une séance d'exorcisme collectif. Vraiment pour que vraiment les gens essaient d'espier, j'appelle comme vous, les chrétiens disent, leur péché, et donner la possibilité d'un avenir à la jeunesse ivoirienne. Patient Parfendo, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Merci. Bertrand Tassida, je vous dis également merci d'avoir été là. André Kisselfanga, merci beaucoup d'avoir également été là ce matin. La Côte d'Ivoire, qui délivre la Côte d'Ivoire de ses mauvais mots. Merci également. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. N'oubliez surtout pas, religion, politique, philosophie, système, l'homme a prononcé surtout, il s'est trompé également surtout, il a cru tout définitif et tout s'est modifié, tout immortel et tout a péri, tout véritable et tout a menti, et on continue encore à mentir aujourd'hui, et même le destin continue à mentir. Au plaisir de nous retrouver demain pour une nouvelle édition de DBS Matin. Eh bien, restez sur notre chaîne, l'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.